commence et on fait un tour de table de bonjour, je m'appelle. C'est marrant, mais on dirait que c'est la première fois que tu fais ça. T'as du métier là, qu'est-ce qui se passe? Comment je Mais c'est vrai que c'est bizarre parce que d'habitude c'est par écran Ouais. interposé, là il y a un truc bizarre. Là, on perd un peu notre virginité de On a toujours un petit peu notre côté PPDA à faire notre podcast en slip. C'est chacun chez tellement soi, ça, en plus. avec un peu de tomate là. Pas du tout Avec présentable. mon sweat à capuche là, des traces de moutarde dessus. Oh là là, Dieu ça là, avec Araski avec son petit onglet Pornhub. Tu sais, à bien allouer ce créneau, tu sais. Pendant que les autres parlent. Ouais, c'est ça, et je fais genre, oh, ouais, carrément, j'adore ce que tu dis, ouais. Et ouais, mais on a le temps de rien faire aussi avec ces journées, c'est ça, voilà. Bienvenue sur Fin de séance. Premier épisode live avec Arnaud et Jean-Yves où on se voit et on peut se palper dans la réalité. Tu vois? Et ça nous met mal à l'aise d'ailleurs. Si vous écoutez ça, c'est que déjà vous êtes intelligent et vous pouvez nous retrouver aussi sur la page Facebook, l'Instagram et le Twitter. Et n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes parce que c'est ce qui nous permet aussi de savoir que vous êtes là, quoi. Bonjour, je m'appelle Areski. Bonjour, je m'appelle Arnaud. Bonjour, je m'appelle Jean-Yves. Cesse de faire du bruit avec cette vieille chaise dégueulasse. Et il y a des coûts budgétaires aussi. Hein, voilà. Et aujourd'hui, on va parler de Logan, un film de James Mangold avec Hugh Jackman, qui est censé être la fin de la trilogie Wolverine, puisque Hugh Jackman a dit qu'il ne reprendrait pas son rôle de Wolverine et de Logan. Est-ce que avant ça, il y a des trucs vous voudriez parler de news ciné, de choses comme ça, des trucs intéressants? Absolument. En référence à un podcast récent, moi j'ai vu American Honey, donc voilà, je voulais juste dire j'avais adoré. Et en plus c'est drôle parce que du coup diptyque intéressant puisque c'était le dernier film que j'avais vu avant Logan et je trouve qu'il y a plein de similarités en fait, donc c'est cool. Et, de American Honey et Logan? Ouais, franchement. On en reparlera. Mais du coup t'es un peu en accord parce que c'est un film dont on a parlé dans ce podcast et on était d'accord pour dire que c'était vraiment bien. C'était trop bien. Et du coup, juste petit deux trucs rapides. Premier truc, j'adore le style hybride de Shia LaBeouf de VRP slash Tuffer slash Qui-Gon Jinn avec sa tresse de Jedi là. Et j'ai trop aimé, juste vite fait, qui résume trop bien le film, c'est une scène en fait où en fait les jeunes sortent pour danser un petit peu en symbiose avec des ouvriers, tu sais, c'est à deux doigts de partir en Hollywood chewing gum avec des jets d'eau, et c'est tout de suite coupé par un gars qui dit vous êtes des prostituées, tu te rappelles de ça ou pas? Et j'avais bien aimé ce côté assez dur sur les transitions. Et dernier truc, j'ai complètement adoré le côté la meuf qui s'appelle Crystal, qui est manager en bikini Confederate Flag, ça c'était vraiment cool. Donc voilà, la Faggins du dernier film que j'ai adoré, ouais, voilà. Ok. On pourrait parler rapidement de ce dont on parlait tout à l'heure, parce que justement dans les épisodes VOD, on avait discuté du futur des films Netflix. Et là, il y a 2 bandes annonces, et peut-être 3 du coup, qui viennent de sortir de films originaux Netflix, qui vont sortir, notamment une d'un film qui s'appelle Bright avec Will Smith, qui a l'air d'être du Sicario meets Lord of the Rings. Meets Walking Dead, meets Post. Ouais, voilà, parce qu'il y a des elfes, des orques et un Will Smith avec des lunettes de mec tactique de mercenaires. Et en fait, du coup, c'est un jump énorme, je trouve, des films de Adam Sandler dont on avait parlé dans l'autre podcast, à tout de suite recruter du Will Smith et du Brad Pitt. Après, cela dit, c'est un bon en termes d'image, de sujet, etc. Est-ce que c'est un bon en termes de qualité? C'est une autre question. Clairement, en tout cas, ça a l'air d'avoir beaucoup plus de budget. Mais alors, de ce que j'ai entendu, ils ont payé les droits du film, 90 millions de dollars. Ça veut dire qu'en gros, c'était un film qui devait être fait pour le cinéma, et qu'ils ont payé ce film. Ce qui n'est pas du tout le cas de Do-Over ou de Ridiculous Six, où en gros, c'était, bon, ils ont dit à Adam Sandler, on te donne tant d'argent et tu fais un film que pour Netflix. Mais après, ce que je voulais dire, c'est que si tu compares, par exemple, avec Amazon Studio, qui, comme film, ont produit récemment les films de Woody Allen, Manchester by the Sea ou des choses comme ça.
où on sent que c'est pas le même positionnement, si tu veux, entre les deux studios. Alors moi, ma question, ça va être, est-ce que c'est un film qui va aussi sortir dans les salles ou pas du tout? Parce que tu vois, Manchester by the Sea ou les Tout autres, à fait, ils c'est sont en sortis salle. dans les Ils sont salles. sortis dans les salles. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est... Enfin, ils ont racheté peut-être tous les droits pour que ce soit inédit Netflix, Ah oui, ce qui oui, serait oui. fou, quoi. Oui. Mais Après, le Netflix sur le film, c'est peut-être un combat secondaire, parce que je pense que pour le contenu, le combat de Netflix, c'est la série, quoi. C'est asseoir une C'est, suprématie sur le film. Je pense que, du coup, là où c'est intéressant, c'est que Will Smith, il y a quand même une différence de palier, parce que là, clairement, Will Smith, c'est le top 10 en termes de Ouais, stars, de vocabulaire. gros blockbuster star, si c'est un gros pion du star system. Donc, je pense qu'il y a un vrai changement de palier. Après, je suis d'accord avec Arnaud dans le sens où c'est clair que ça va pas être qualitatif, mais en même temps, ce qui est flippant, c'est que justement, c'est ce côté snowball qui va aboutir à peut-être une suprématie et un monopole total de Netflix. Ouais. Surtout qu'on en discutait, ça fait un peu les types qui se disent « Ah, regardez ce qui marche bien comme série chez nous. » Si on fusionnait les deux genres en même temps et qu'on leur donnait ce qu'ils veulent, quoi. Ouais. Et que du coup on arrive peut-être à un certain moment à une fermeture du vrai programme original. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que en gros tu vas refuser quelqu'un qui va venir avec un scénario qui va te dire tiens ouais moi j'ai eu cette idée là, tu vas faire ouais mais non parce que ça tombe pas dans nos algorithmes de qu'est-ce qui fonctionne, tu vois. Et du coup tu vas te retrouver avec de l'art mécanisé. On en a plusieurs fois parlé avec les trucs de tu sais, du truc sans risque, du film sans risque avec Save the Cat à 15 minutes, etc. Mais là, ce sera pire encore, ce sera même dans l'idée originale du film. Oui, c'est-à-dire, c'est intégrer les apports du big data à la fabrication du film. Bon, après, c'est le big data Netflix, c'est l'étude de marché ultime, en fait, puisque ça leur tombe dessus tout cuit, enfin, il n'y a même pas besoin de... Après, peut-être on leur fait aussi un procès avant l'heure, parce que si effectivement ils ont acheté les droits, c'est que ce film était fait à la base pour le cinéma et que c'était pas voulu, tu vois ce que je veux dire? Oui, après, comme on l'a répété à maintes reprises dans ce podcast, Hollywood utilise aussi ces mêmes techniques. Oui, en fait. bien sûr, ouais. Du coup, ça serait super bold, ça serait tellement un bold move de la part de Netflix de maintenant qu'ils ils ont les droits de Black Mirror, de faire un épisode Black Mirror sur le big data télé, ça serait trop bien. Sur le ça serait trop bold, quoi, tu sais. Ouais, genre, on vous donne ce que vous voulez, mais rien de plus, quoi, à chaque fois, et Après, moi, là où je mets un bémol aussi, c'est que autant je suis d'accord, il y a pas mal de bouse en termes de film, après en termes de contenu série télé, ça reste quand même de bonnes valeurs sûres, hein, tu vois. Non, mais de toute façon, ils ont tout basé là-dessus. Il y a des flagships, il y a quand même des flagships que tout le monde attend. Il y a du House of Cards, il y a du Narcos, il y a pas mal de trucs quand même, hein, donc voilà. Ouais. Ne crachons pas tout de suite sur Netflix. Voyons voir dans le futur, quand on aura tous une puce Netflix. Ouais, d'ailleurs, je le dis à mes élèves, pour seulement 9,99 par mois. Il est Tu sais que je sponsorisé l'ai par sorti Netflix. en rayon parents d'élèves, tu sais, je me suis mis les parents dans la poche parce que j'ai voulu faire des petites blagues. Début d'année, je rentre et je dis, et la seule solution pour que vos enfants progressent, c'est Netflix! Oh, sympa! Ouais, n'empêche, franchement, si tu vois, moi, les plus gros progrès que j'ai fait en anglais, c'était quand on a eu CanalSat entre ma 3e et ma 2e, et je regardais du Seinfeld en VO, quoi. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on peut pas trop cracher dans la soupe parce que moi, je fais aussi du placement produit pour fin de séance en cours, tu sais, parce que je commence à montrer la bande-annonce de American Honey à mes élèves, et là, dans la classe, j'entends quelqu'un qui dit, oh là là, le prof, il est en train de faire du placement produit, franchement. Donc, je les ai répercutés forcément sur fin de séance, et donc j'espère qu'ils auront écouté évidemment l'épisode American Honey. Donc, Logan, on peut passer à Logan ou il y a d'autres trucs Allons-y. que vous voulez dire? Ok. Petit clip. Bonsoir, monsieur Manson. Vous savez que vous êtes ici en violation de propriété? J'ai une servitude du précédent propriétaire. C'est le mot précédent qui est important. Et lui, c'est qui? Lui, c'est le gars qui dit de remonter dans ton 4x4 et de jouer au gangster bouseux ailleurs. Dis donc, Karl. On dirait que monsieur Manson a engagé un master. C'est ce qu'on dirait. Monsieur est un ami. Qui a la langue bien pendue. J'entends ça tout le temps. Alors tu dois entendre ça aussi. Un peu trop souvent, ouais. Vous connaissez la manœuvre. Je compte jusqu'à 3. Et vous allez me foutre le camp. C'est au j'y ai droit. 1, Et j'ai un avocat. 2. 3. Ça va, patron. Vous connaissez la manœuvre. Alors cassez-vous. Qu'est-ce que vous avez pensé
The Logan. D'abord, peut-être raconter vite fait le synopsis du film. Ah ouais, c'est du spoil, je trouve. Bah vas-y. Vas-y, je Non, mais on peut dire donc le film se passe quelques années dans le futur. 2050 à peu près aux Non, alentours. 2029. 2029 Ouais. On a dit dans un podcast radio qui écoutait Tout à fait. dans son Uber. Et donc Wolverine a vieilli, le professeur Charles Xavier aussi. Les mutants sont mis un petit peu au banc de la société, donc ils se cachent, ils vivent cachés. Et un jour, ils croisent le chemin d'une petite fille qui a les mêmes pouvoirs que lui et qui est recherchée par une organisation gouvernementale affiliée à l'Arme X qui avait créé Wolverine dans le passé, qui recherche cette petite fille, et du coup le professeur Charles Xavier et Wolverine décident de la prendre avec eux et de fuir avec elle. Ok. Et du coup, t'en as pensé quoi? Ce que j'en ai pensé, écoute, moi j'ai été globalement, je peux dire que j'ai été agréablement surpris par le film. Tu t'attendais à de la merde? Ben, James Mangold avait fait les autres aussi, et je dois avouer C'est que vrai. les deux premiers Wolverine, je trouve que c'est des bouses, hein, mais vraiment. Ah mais quoi, clairement, c'est- moi j'en ai vu qu'un, c'était pourri, ouais. Donc, la première chose c'est ça, et que vraiment même dans le paysage des films de super-héros Ah ouais, de non, ces non, dernières non. années, je trouve qu'il Ah ouais. il se pose là. D'ailleurs, on va en parler, c'est pas vraiment un film de super-héros, à part à quelques mots, on en reparlera plus en détail plus tard. J'ai des choses à reprocher au film aussi. On y reviendra dans le détail plus tard. Mais il y a quelque chose sur le projet qui me plaît en tout cas. Le projet t'a plu. Le projet m'a plu, ouais. Alors après, projet, moi je t'avoue que vraiment, même si les deux premiers c'était des boosts, bon le second un peu moins, mais c'était pas de bons films. Je sais pas pourquoi, mais probablement parce qu'ils ont bien géré la hype, ils ont bien géré le fait que c'était un film interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis, etc. Je m'attendais quand même à un bon film, et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, quand tu vois, je crois qu'il a eu une note très très élevée sur IMDb, il y a eu beaucoup de critiques. Je m'étais dit, je crois que peut-être ils ont réussi à enfin se libérer sur le Wolverine, parce que Enfin, c'est pas la première fois qu'il y a des très bonnes critiques de films de super-héros et que tu vas voir le film et que c'est pas ouais, pas c'est génial, rare quoi. sont les Mais- films qui sont à 9,5 quand même sur IMDb les Mm. premiers jours, quoi. Après le vrai truc, c'est que moi j'ai l'impression qu'ils se sont débridés sur le PG-13, donc Bah, en le fait- interdit aux moins de 12 ans, chose qui déjà, il y a... est ultra importante pour Wolverine, parce que moi Wolverine, à chaque fois que tu le vois dans un comics, ça se finit en flaque de sang. Donc à force de le faire en mode John Wayne dans les autres films, Il y a une chose que j'avais détesté notamment dans Wolverine 2, je me rappelle plus si c'est pareil dans le 1 parce que ça fait trop longtemps que je l'ai vu, mais ça m'avait marqué dans le 2, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les griffes de Wolverine plongeaient dans de la chair humaine, il y a un élément de décor qui venait masquer en fait le coup porté. Ouais. C'est-à-dire un pilier venait pile entre la main et le... Donc- Et en fait, je trouve ça moche. Parce que ça banalise la violence en plus. C'est-à-dire que si tu montres de la violence, moi je pense qu'il faut vraiment la montrer. Et Ouais. montrer, tu vois... Et clairement, celui-ci, il va pas vous décevoir, quoi. Celui-ci, c'est vraiment de la boucherie-charcuterie pendant tout le truc. C'est genre du John Wick 2. Franchement, ça m'a pas fait penser à John Wick 2, Ouais, mais c'est avec vrai. des griffes, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, il y a de très bons kills aussi dans ce film. J'ai beaucoup aimé moi, je trouve que c'est un des rares films sur la vieillesse. J'avais fait la comparaison avec Booba Otep. Parce que ça me fait penser à ces espèces de personnes oubliées, un petit peu exclues, parce qu'elles sont vieilles. Et il y a un petit peu de ça dans ce film, et j'ai beaucoup aimé ça. Mais alors, il y a quelque chose que je voulais dire, en fait, aussi, c'est que ce film m'a énormément rappelé un autre film que j'aime énormément, et il s'agit de The Plague Dogs, de Martin Rossen, qui est un film d'animation des années 70, et qui raconte, vous allez voir, c'est à peu près la même histoire, en fait, finalement, que ce film. C'est l'histoire de deux chiens qui sont dans un centre d'expérimentation des maladies, et on se sert de ces chiens pour tester des maladies et des remèdes sur eux. Et un jour, il y a deux chiens qui trouvent le moyen de s'échapper et qui décident de sortir. Et étant donné qu'ils sont porteurs de maladies, ils vont être recherchés par les autorités pour essayer de faire en sorte que la maladie ne se propage pas. Et pendant tout le film, en fait, ces deux chiens, il y en a un qui a eu une idée qu'il y a une île dont il a entendu parler, qui est une île peuplée de chiens, et c'est là où ils veulent aller parce qu'ils se font rejeter de la société en permanence. Et une fois qu'ils sont sortis, ils ne tombent que sur des obstacles, c'est-à-dire la population ne veut pas d'eux, ils sont rejetés, et ils ont comme objectif de parvenir jusqu'à cette île.
Et dans l'ambiance, dans l'histoire, il y a énormément de similitudes avec ça, puisque finalement cette petite fille aussi veut trouver un havre de la même manière, un havre pour les mutants, qui est soi-disant au Canada. Et ça m'a rappelé ça, mais en fait, on va y revenir parce que je trouve que autant The Plague Dogs tient son sujet jusqu'au bout et ne le lâche jamais, autant dans Logan, je trouve que le film gagnerait à se recentrer sur son sujet, en fait. Bah, après, moi, tu vois, pour le coup, j'ai pas spécialement trouvé que ça, c'était le sujet, même si c'était peut-être l'objectif de la petite fille ou des trucs comme ça. Effectivement, moi, j'ai plus vu une espèce de road movie sans vraiment avoir le but qui compte, mais surtout avoir les personnages qui... je parlais pas du but, je parlais parce que dans The Plague Dogs aussi, le sujet du film, c'est pas l'objectif. Ouais. C'est-à-dire, c'est suivre la vie de ces parias. Ce qui est le cas ici aussi, en fait. Mais le truc, c'est que c'est pas vraiment des parias, en fait, dans ce film, tu vois. C'est juste que les mutants existent plus vraiment, plus personne n'en parle. Mais en fait, ils le sont. On va pas trop rentrer dans les détails. Ils le sont, ils se cachent, ils vivent cachés, ils font en sorte que, ils font comprendre, en fait, qu'ils sont on va peut-être en parler après. Un petit peu, puisque finalement, en fait, ce qui est au cœur du film ici, c'est un vieux couple qui adopte une petite fille, quoi. Il y a quelque chose de ça qui est assez beau, et en fait toutes les scènes qui parlent de ça, je les trouve assez réussies, et on va y revenir. Mais par contre toutes les scènes en fait qui concernent l'organisation gouvernementale qui les recherche, je les trouve terriblement banales, en fait. Oui, mais c'est assez classique de toute manière, mais ouais. Moi, du coup, j'ai plutôt bien aimé comme je disais, le truc sur la vieillesse. Ça m'a fait penser également à Midnight Special. Mais avec une inversion de certains personnages. Ouais, ça ressemble un peu à Midnight Special. Ouais. Moi, je vais être un peu plus indulgent qu'Arnaud pour la simple raison que... Alors, je suis complètement d'accord, mais je suis... Là où je pardonne la banalité de certains trucs, c'est je pardonne ça parce que j'accueille dans la soupe tiède que nous sert Marvel depuis des années, j'accueille ce film avec grand plaisir, en fait. Ah, sur ça, on est d'accord. Et donc, du coup, c'est clair que bon, il y a d'ailleurs, c'est le mec qui joue dans Narcos, non? Qui joue très bien, qui joue le flic, en fait, qui est à la poursuite de Pablo Escobar, qui joue bien, mais c'est fade, quoi. C'est très fade. C'est Mais est-ce que ça compte vraiment en fait, c'est ça, c'est que moi là où je pardonne ça au film, dans le sens où peut-être que c'est peut-être on montre le départ de quelque chose, de peut-être une nouvelle direction dans les films de Marvel, quoi. Oui. Et moi franchement, j'ai pris un plaisir énorme. Alors j'étais un peu déçu sur le dernier quart pour la retomber un petit peu, c'est-à-dire que moi sur la première heure, franchement, sur la première heure, je suis autant enthousiaste que devant un Batman de Nolan, quoi. Je suis pour un film de super-héros, quoi. C'est-à-dire, je suis là, je prends la violence dans la gueule, je prends les griffes. Il y a un travail sur le son qui est malade. Ouais. En fait, sur les bruits sourds, les bruits de coups, les bruits de griffes, tu prends. Et d'ailleurs, j'ai écouté une interview de Hugh Jackman où il rigolait, il disait c'est pas un film d'enfant pour les enfants. Je voyais dans la salle des gamins de 12 ans. Je pense que quand t'as 11-12 ans, je trouve quand même que c'est violent. Il y a des moments, il y a des gens. Ça commence direct. On spoilera pas, mais pas sur les moments, mais il y a des innocents qui meurent, quoi. Il y a des moments durs où t'as des gens, il y a des bystanders qui sont là et qui prennent des vieux coups de griffe. C'est un film vraiment qui est, il y a des moments, c'est viscéral, quoi. Il y a des moments vraiment, ça m'a bien tenu sur le edge de mon site, mais après voilà, c'est pas, je sais pas si ça mérite ni 9 ni 4 sur Allociné. C'est quand même, après il faut quand même reposer le truc, mais moi je conseille vraiment ce film à tous les gens qui sont lassés des films de super-héros depuis 5 ans, quoi. Ouais. Vraiment. Et je prends en référence tous les Marvel où c'est interminable. Alors... Mais parce qu'en plus, je voulais juste préciser quelque chose. Tu dis le renouveau au niveau des films Marvel. C'est un film tiré d'une licence Marvel, mais ce n'est pas un film Marvel. Ouais, c'est clair. Ça se voit d'ailleurs parce qu'on sent qu'il y a pas des problèmes de budget, mais on sent que c'est un film où il travaille, c'est un peu serré, quoi. Il y a des petits moments. Parce que justement, moi j'ai entendu une interview de Hugh Jackman où il nous disait qu'ils avaient été sur un budget serré. Et juste, moi j'adore Hugh Jackman. Il donne l'impression d'être un gars trop sympa. Mais là, je l'ai trouvé exceptionnel et du coup vraiment, alors c'est trop marrant parce que du coup on peut peut-être
s'attarder sur le fait que ça fait 16 ans qu'il joue Wolverine. L'investissement de ce mec sur un personnage est ouf, quand même. Mais parce qu'en plus, en fait, aussi, tu disais la trilogie Wolverine, et c'est pas tout à fait vrai, parce que quand tu prends les films X-Men dans lesquels il en est aussi le protagoniste. Alors c'est ça, moi, presque... Alors bon, effectivement, moi j'ai pris un énorme plaisir, j'ai enfin vu quelque chose de violent pour ce personnage qui normalement est violent dans les comics, et je trouve que l'Origins et la suite ne lui avaient pas du tout... fait honneur en fait tout simplement, spécialement pour des trucs en soi, alors que et au final il était déjà le héros des films X-Men, ok. Ouais. Et alors moi ça me gêne un peu, voilà, ce qui me gêne un peu dans ce film, c'est de choisir probablement de terminer la saga des X-Men qu'on connaît, qui a été commencée par donc Bryan Singer, qui a été continué dans des timelines différentes par First Class, etc. Mais en fait, là, ils disent, par Logan, en fait, on finit le monde que vous connaissez dans le futur, quoi. Et j'ai... C'est ce qui donne une liberté au film aussi, hein, le fait de se poser comme un chapitre final. Tout à fait, mais justement, voilà, mais ça me gêne quand même parce que il a déjà été, en plus, souvent le héros de plein de films X-Men. Et j'aurais bien aimé qu'on laisse un petit peu plus la place à certains autres personnages, tu vois, bon alors clairement pas pour celui-ci, puisque voilà, ça fait vraiment partie de la trilogie juste Wolverine, mais je sais pas, je pense que si effectivement c'est rebooté, les X-Men, il faudra peut-être penser à avoir quelqu'un d'autre, ou comme pièce centrale, ou ne pas forcément avoir de pièce centrale et vraiment laisser s'exprimer chaque personnage, parce que moi j'ai l'impression, même si j'ai beaucoup aimé toujours le travail de Hugh Jackman, qu'il y a que du Wolverine, quoi. Et avec plus ou moins de gens autour de lui en fonction des X-Men. Et en fait, c'est marrant parce que tu parles de refermer ce chapitre, donc du coup, comme je disais, ça fait 16 ans qu'il est sur le personnage, et donc du coup, sur l'interview que j'écoute, c'est trop bien parce que le gars dit, bon, c'est fini ou pas? Est-ce qu'on peut pas essayer de vous faire revenir? Et là, du coup, il dit non, c'est fini. Et est-ce qu'on peut pas vous faire revenir sur Wolverine le musical? Et là, en fait, on sent que c'est son soft spot parce que Hugh Jackman, il a un profil un peu Broadway parce que c'est un super danseur. Et il a une formation à la base théâtrale spécialisée dans la comédie musicale. Donc c'est typiquement l'artiste total complet, type Broadway, tu vois. Ouais. Et là, tu sais, il est là genre ça serait quand même pas mal un petit. Attends, il a quand même dit je pourrais revenir s'il y a Wolverine avec les Avengers. Donc si tu veux, s'il voyage à travers les dimensions et qu'il prenne Wolverine, ça peut être cool, quoi. Ouais, donc c'était assez rigolo de le voir. Et puis du coup, ça explique aussi le mauvais choix, parce qu'en regardant sa filmo, je revoyais Les Misérables, tu sais, où en fait le seul moyen de faire faire des merdes avec ce film là. Moi, je l'aime bien, Les Misérables. Mais arrêtez, quoi. Je veux dire, personne n'est parfait. Exactement. Mais arrêtez. Et donc vous avez pas connu les barricades. Mais ce qui est cool quand même, c'est que ce film-là, moi, ce que j'ai aimé, c'est que il m'a rappelé, en fait, les 5 seules minutes que je préfère dans tout Wolverine, dans tous les films qu'on a vus avant. C'est les 5 premières minutes où tu le vois dans X-Men 1, à savoir, Wolverine, c'est un espèce de gars qui est dans un bar et c'est un vieux loup solitaire qui conduit son camping-car, qui a un cigare. Ouais. C'est ça, Wolverine, c'est ça, quoi. Ouais. Et ça a été complètement dilué après, et où il est devenu un espèce de gars paternaliste un peu. Non, Wolverine, c'est un vieux roublard, quoi. C'est un vieux roublard qui boit quand il conduit sa limousine. D'ailleurs, limousine ultra badass. donc voilà, ce film a le mérite de repositionner Wolverine comme un gros badass, quoi. C'est vrai qu'on l'avait un peu oublié en termes de mec marginal, en fait, parce que très vite, il est devenu un mec des X-Men, et dans ses films à lui tout seul, bon, et parce que c'était des films de merde, on forçait tellement le trait sur faire le gars solitaire, mais qui était pas vraiment solitaire, et tout le temps entouré de gars. Même dans le Wolverine Origins, il avait une meuf qui est morte, blablabla, donc là on va se venger, mais bon, il avait une meuf, ce qui est pas du tout vraiment Wolverine, quoi, tu vois. Et dans le 2, là où tu pouvais vraiment faire le gars qui pourrait tuer tout le monde au Japon, bah ils le font pas, et il est sympa avec tout le monde. Donc je sais pas trop, en fait. Il y en a pas un qui se passe en Asie, d'ailleurs, c'est celui dont tu parles. Oui, c'est le 2, The Wolverine, je crois. Ouais. Mais là, il y a quelque chose aussi, parce que, enfin, pour revenir sur ce que j'ai aimé dans le film, c'est aussi Patrick Stewart. Ah ouais. Parce que en fait, et ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, dans un film de super-héros, j'ai l'impression de voir deux acteurs qui s'amusent un peu, en fait. Ouais. Et Patrick Stewart, il joue un professeur Xavier vieillissant, un peu sénile, dément, et je trouve qu'il le joue avec énormément de plaisir, c'est assez communicatif. Ouais.
et la relation qu'ils ont entre eux deux et ça c'est belle. Moi je trouve que toutes les scènes en fait où, justement qui sont centrées sur ça, sur ce que je disais, leur rapport entre eux deux et d'ailleurs je trouve que le film on va pas révéler ce qui va se passer, mais à un moment donné, il y a cette dynamique qui change, on va dire. Et à partir de là, je trouve que le film est moins intéressant aussi. Exactement, ouais. Oui, à partir où il se passe des trucs un peu extrêmes. On en reparlera en deuxième partie. Là, ça... Oui, non, mais clairement. De toute façon, on est d'accord que la première heure est clairement au-dessus, quoi. Elle est clairement au-dessus. La première heure. En plus, le pire, c'est qu'effectivement, il y a un changement de rythme à un certain moment qui fait que même s'il se passe des choses avec de l'action, en fait, tu te fais un peu quand même chier. En fait, je le réalise après l'avoir revu. Là où je suis complètement d'accord avec Arnaud, c'est pendant la première heure, j'étais vraiment subjugué par la direction que ça prenait, dans ce sens où tu voyais clairement des moments d'une humanité. En Exactement. fait, t'as quand même des moments où il y a Wolverine, il emmène Professeur Xavier pour dans aller les aux toilettes. Mais oui, c'est la vieillesse, quoi. Exactement. Et ça, on le voit jamais, cette faille-là de la vieillesse. Ouais, ça peut être un peu sale, c'est pas grave. Et en mode le bon fils, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, je regarde. C'est là que tu vois que, en fait, c'est par la suite que tu vois qu'ils s'étaient déjà créé une vraie famille à l'époque et que c'est le résidu de cette famille-là, tu vois, parce que effectivement, tu le disais, voilà, c'est le bon fils qui s'occupe du père qui a plus toute sa tête, etc. Et quand est-ce que tu vois ça? Déjà, quand est-ce que tu vois ça dans un film normal et encore plus dans un film de super-héros, quoi? Ouais. Tu vois? Et je pense que il a de faire ça. Il a une ambition parce qu'il y a de nombreuses références à des genres hollywoodiens, mais à des genres hollywoodiens classiques. C'est-à-dire que vraiment, la matrice de ce film, comme je disais, j'ai pas l'impression que ce soit le film de super-héros. Ça va être vraiment le film noir au début, le road movie, le western. Il y a du western, et qui en dit à un moment il regarde L'Homme des vallées perdues d'ailleurs comme clin d'œil à ça, et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de retour à essayer de dire on va essayer de raconter une histoire, et donc c'est ce que je disais, j'aime beaucoup cette ambition. Mais c'est ce que je trouve après, et je pense qu'on en parlera plutôt en partie spoiler, qu'elle est pas complètement aboutie. Mais j'ai pas envie d'être méchant avec le film. Quel film est totalement abouti? Mais il y a un projet. C'est ce que j'ai toujours dit de toute façon pour les films de super-héros. Fais un film où il se trouve que le héros est un super-héros. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, c'est ça, le gros problème des films de super-héros aujourd'hui, c'est qu'ils se disent, ok, on a ce gars, qu'est-ce qu'il peut faire? Non, mec, raconte-moi une histoire, raconte-moi un polar, raconte-moi un truc, et il a des griffes. Mais tu pourrais lui mettre un gun à la place, ça aurait été pareil. Ce qui serait intéressant, c'est petite suggestion pour un prochain Oldies but Goodies, ça serait de faire Naissance d'une nation de Griffiths. Et parce que en fait, il y a quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que ce film, qui est donc un film extrêmement raciste sur la création du Ku Klux Klan. Ça, c'est Doc, il veut toujours parler des films racistes, là. Tout le temps, il est là, il dit oui, Goebbels, oui. Il y avait de l'idée, quand même. Non, mais dans la forme. Regarde, c'est blanc, oh là là. Putain, quel drapeau magnifique. Non, mais rappelez que ce film peut servir, en fait, sert de matrice à beaucoup de films de super-héros, en fait, dans la manière dont l'histoire est racontée, quoi. Genre le Uberman. Ouais. Et en plus de ce que tu disais, Arnaud, sur le côté par rapport à Xavier et tout, moi il y a un truc que j'ai vachement aimé, c'est les moments de daddy girl comédie un peu, tu sais, du père qui essaie d'éduquer sa fille. Ah non, c'est pas bien, tu sais, il y a des petits moments de comédie qui sont marrants, genre tu sais, genre elle joue clairement la sale gosse, tu sais, genre elle le regarde un peu en tapant des trucs, et lui il est genre le bon daddy qui emmène ses enfants en vacances et qui a envie de tout péter. Donc il y a des petits écarts de comédie qui sont souvent largement ratés. Moi je pense à toutes les blagues nulles de Robert Jr. dans les Avengers de ces 3 dernières années. En permanence il y a des blagues, ça tombe à l'eau tout le temps. Et là il y a 2-3 moments, ça marche quoi. Là ça fonctionne, ouais, parce que c'est plus humain et qu'il n'y a pas 1000 personnages quoi. Ouais, t'en as 3. C'est pas forcé en fait. Ouais, totalement. Mais tu sens même que peut-être parfois Patrick Stewart il en a pas sorti une ou deux improvisées, tu vois, parce que ça a l'air vraiment sincère et naturel. C'est tout. Parce que là c'est vrai que j'aimerais autant aller genre vraiment détailler tout ce qui se passe. Ouais, moi je pense que c'est bien de passer en partie spoiler dans la stratosphère. Exactement. Vomiam. Moi je vais vous dire, quand je l'ai vu la première fois, parce que oui je l'ai revu aujourd'hui parce que j'ai que ça à faire dans ma vie. Et la première fois que je l'ai vu, j'étais là, waouh, c'est génial, c'est incroyable, je vais le noter 1000 miams sur 5 et tout. J'abaisse un petit peu mon niveau, mais quand même, je lui donne un 4 miams, parce que c'est très bien. C'est vraiment un très bon moment.
Chaud. Le gars est chaud. Le gars est chaud. Ouais. Moi, je vous ai dit, je suis pas plus avare de mes miams, moi. Moi, ce sera un solide 3.5 ultra optimiste, c'est-à-dire ultra optimiste et ultra généreux. Parce que, en fait, si de façon complètement objective, je serais plus sur du 2, du 3. Mais là, je vais donner 3 points. 4, ça serait clairement trop. Mais un solide 3.5 pour le geste, quoi. Pour le beau geste technique. Pour le geste technique. Pour l'épaule. Pour le jeter de griffes. Voilà. Moi j'hésite entre 2,5 et 3, mais je vais mettre 3 parce que je me sens d'humeur joyeuse. Mais c'est ça aussi, ça te... Ouais, Franchement, vous avez pas le cœur qui bat plus vite, qui s'accélère et t'as envie de donner des coups à chaque fois qui tue sur des la gens. première heure. Ouais, sur la première heure. Mais après, si ça, tu veux, quand on passe le cap de... On va en parler en détail. On va en parler, mais voilà, bon, il y a clairement deux vitesses, quoi. Ok, très bien. Est-ce que vous voulez parler de quelques films que vous avez vus dernièrement, là? Mais écoute, en fait, moi je trouve qu'il y a énormément de films intéressants en ce moment au cinéma. Ouais. Et... Alors par contre, tu ne spoiles pas Split, ok? Si tu veux en parler. Alors, j'allais en parler justement. Un de mes coups de cœur derrière moi, c'est Split de M. Night Shyamalan. Ah ouais, j'ai trop envie de le voir. Et en fait, je suis juste content. Et on en a parlé avec Areski hors antenne. Mais on sentait déjà le retour de Shyamalan avec The Visit, son dernier film. Ah ouais, là, c'est un petit peu entériné. Je trouve pas ça aussi bien que ses grands films du début des années 2000. Mais je trouve il est vraiment sur le chemin. Il a la niaque. C'est un film d'horreur super bien ficelé avec James McAvoy qui fait sa bande démo d'acteurs un petit peu avec ce film. Charles Xavier, je veux dire. Est-ce que de toute façon, Exactement. on est d'accord que la schizophrénie, c'est un peu le rêve de tout acteur? Ah, c'est le rêve. Ouais. Jouer Mais plusieurs personnages. Tu lis le scénario, tu fais, attends, je fais ça, ça et ça. Et alors, pareil, je trouve pas que le film soit parfait. Notamment, j'ai l'impression que là où il s'amuse vraiment, c'est quand il filme James McAvoy et que tout ce qui est à côté est un peu moins réussi, D'accord. tu vois. Mais ça me fait juste plaisir, moi, de voir des gens s'amuser comme ça à l'écran. Qu'est-ce qui explique d'ailleurs ce passage à vide? Est-ce que ça vient de sa relation? Moi, j'ai toujours l'impression qu'il avait eu du mal à gérer. Tu sais, sa relation particulière à la critique, ouais, à la réception. mais alors c'est un Je peu pense que c'est compliqué le budget, moi. parce que il y a j'ai l'impression que la critique s'est acharnée sur lui à une époque où il était encore, parce que pour moi le grand Shyamalan il va jusqu'à La jeune fille de l'eau, hein. Ouais. Dans le cas d'ailleurs, il y a un personnage de critique. Il y a un personnage de critique, ouais. mais la critique avait commencé à s'acharner sur lui un petit peu avec Signe, beaucoup sur Le Village. Ouais. Et énormément sur La jeune fille de l'eau. Moi je trouve Ouais. que c'est des grands films, hein, ces trois films là. Ouais, Signe, c'est... Moi, je suis pas super fan du village, mais j'ai toujours dit que La jeune fille de l'eau était très bien. Ouais. La vie de l'eau, c'est très bien. Et après, il y a quand même le coup marqué de ce film avec Mark Wahlberg qui est clairement en dessous. The Happening qui Voilà. est pas très bon Qui est pas- et voilà. qui pourtant est dans la lignée de ses films. Oui, voilà, ouais. C'est un peu comme si quelqu'un imitait son style mais le faisait très mal. Exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Mais, et ça, c'est bizarre parce que, et du coup, tout le monde s'est foutu de la gueule de ce film où en gros, c'était l'herbe qui t'attaque. Ça souffle. Il y a du vent qui te fait du mal. Les arbres bougent. Mais effectivement, ouais, c'est comme si comme s'il avait laissé à son clone, à son mauvais clone. Et après, il s'est direction. aventuré dans le blockbuster. Il a fait 2 blockbusters avec des énormes budgets, donc Le Dernier Maître de l'air et After Earth. Et ces films sont horribles, mais vraiment un mode où t'as l'impression que dans ces films-là, il s'est même plus filmé un champ contre champ en fait. C'est très bizarre, moi je trouve. Il y a une régression où tu te demandes en fait où est passé le réalisateur C'est avec qui, d'incassable. After Earth, déjà Avec Will Smith et Jaden Smith. Alors, c'est le film alors, à vérifier. Scientologie. C'est le Rebard, c'est une Je adaptation. suis pas de... sûr à vérifier, que mais ce soit un j'ai entendu que Bard. c'était une adaptation de Bard. Ouais, ce il est truc. scientologue, non, Will Smith de toute façon. Je sais pas. Enfin bref. Il est scientologue, non Et en fait, Shyamalan, il est au mariage de Tom Cruise. récemment, Shyamalan s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus à l'aise avec des budgets plus petits Mais oui. et de Ouais, faire ouais. des films de genre, ce qu'il sait faire, quoi. The Visit, je sais pas combien il a coûté, mais personne n'est connu. 12 euros, Deux caméras. 3 paquets d'Oreo. Mais même Split, c'est un film assez, quand même assez, même si c'est un petit film, il y a quand même une certaine ambition. Et
de raconter des choses, quoi, je veux dire, et le film, il le fait clairement avec rien, quoi, enfin, je veux dire, c'est... Petit coup de chapeau aussi à McAvoy, qui, même s'il est maintenant internationalement connu avec des X-Men, des choses comme ça, bon là, Shyamalan, tu me diras, il peut être attiré par le projet parce que c'est Shyamalan, mais qui fait encore quand même des films un peu indépendants au Royaume-Uni, des trucs comme ça, qui coûtent pas cher du tout, tu vois. Il en a fait un récemment avec Mark Strong, etc. Et c'est des polars qui coûtent pas ultra cher, alors que je pense que James McAvoy, clairement, il pourrait choisir que de faire des choses énormes avec du gros budget. Donc voilà, c'est pour dire qu'effectivement, il lit ses scénars, quoi. Et puis peut-être un autre conseil d'un un peu plus d'un film d'auteur, cette fois, c'est Certain Women de Kelly Richard. Et il s'agit de trois courts-métrages autour de 3 femmes habitant dans l'état de Washington aux États-Unis. C'est un film que j'ai trouvé inégal, mais le premier court-métrage, je l'ai trouvé super. Le deuxième, pas bien. Et le troisième, très bien. Donc globalement, c'est plutôt réussi. Mais c'est pas 20th Century Woman, c'est un truc différent. Parce qu'il y a un film qui s'appelle 20th Century Woman en ce moment. Ouais, mais c'est pas ça. C'est pas ça, c'est autre chose. Okay. Je l'ai pas encore vu, celui-là. Okay. Certain Woman. Certain Woman, ouais. Et donc la première histoire qui est plutôt bien, c'est et c'est le même réalisateur pour les 3. C'est la même réalisatrice pour les 3. Non, et dans le premier court-métrage, Laura Dern joue une avocate. Laura Dern, quand même. Une avocate en fait qui est spécialisée dans le droit du travail, et en fait elle suit comme projet un ouvrier qui apparemment on comprend pas exactement les circonstances, mais en fait il a eu un accident du travail, il s'est fait complètement niquer par son employé, et il a signé trop vite des papiers, et résultat il a quasiment rien reçu en fait en échange, et donc ce type pète un peu les plombs et fait une prise d'otage. Et il demande à ce que ce soit cette avocate qui vienne négocier avec lui. Et en fait c'est drôle, c'est sérieux, c'est un peu tout à la fois, et je sais pas comment dire, c'est très original, ça semble très réel, je l'ai beaucoup aimé, je vais pas parler des autres parce qu'il faut les découvrir, mais celui-là, voilà. Mais est-ce qu'il y a un thème qui lie les 3 courts-métrages, ou qu'est-ce qui se passe? Bah, à part le fait que ce soit 3 femmes, non, pas vraiment, et le lieu, quoi, c'est-à-dire c'est autour de l'état de Washington, et okay. Laura Dern, par exemple, qui est dans le premier film, elle va pouvoir faire une petite apparition dans un court-métrage suivant, tu vois, ou ce genre de choses. C'est le même univers, c'est le Certain Woman Universe. C'est ça. C'est marrant, je suis en train de penser à la carrière de Laura Dern, c'est super chelou sa carrière, hein, quand tu vois les landmarks. Elle n'a pas disparu totalement après Inland Empire, avant et après Inland Empire. Non mais en fait c'est trop marrant parce que quand j'entends Laura Dern, je la vois dans Jurassic Park, dans le 4x4, tu vois, je la vois un peu dans Inland Empire comme ça, et je l'ai revue récemment dans The Master, tu vois, elle a des... Ah mais oui, c'est vrai, exact. Elle a continué à faire des films intéressants, il y avait quoi? Il y avait Citizen Rules aussi, il y avait Blue Velvet, Blue Velvet aussi. En début de carrière, les grands films qu'elle a fait avec David Lynch. Je veux dire depuis 10 ans, enfin même 15 ans, depuis Jurassic Park. On la voit moins, c'est des rôles plus... C'est 20 ans, c'est 25. Mais toujours une manière de rappeler que c'est très difficile pour une actrice à Hollywood de vieillir, quoi, en fait, et de continuer à avoir des rôles intéressants. Ouais, surtout dans la mesure où Suicide Squad a un Oscar maintenant. Il fallait le dire. Il fallait le dire quelque part. Voilà, maintenant la blague qui circule, c'est de toute façon Suicide Squad a plus d'Oscars que toi. Je tiens à rappeler pour ceux qui tiennent les comptes à la maison, donc Mulholland Drive 0 Oscar, Suicide Squad 1. The Shining, Psychose. Non. C'est Suicide Squad qui a gagné. Ah là là, c'est clair. Costume et maquillage, sérieux. Les gars, ils lui ont mis de la poudre blanche sur le visage. Ils ont fait, vas-y. Va tourner maintenant. Tu veux des cheveux bleus? Bah tiens, allez. Je peux avoir un Oscar maintenant. Connard. C'est ça, c'est trop. Tu vois les photos, c'est trop négligé. C'est genre, c'est comme ça. Les mecs, c'est des coiffeurs et maquilleurs qui ont démissionné. Ouais, c'est pas mal, ouais. Coiffe-toi comme ça. Prends du gel, prends. Ah là là, et on en parle de l'enveloppe qui s'est chiée là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible? Il a eu l'enveloppe de la meilleure actrice. Du coup, il y avait marqué Emma Stone, La La Land. Du coup, lui, il s'est dit, on présente le film, quoi. Du coup, il y a marqué La La Land, quoi. Et il lit La La Land au lieu de lire Emma Stone La La Land. À l'heure où on parle, où est la personne qui s'est trompée dans le parce que cette personne est décédée. Mais normalement, en plus, tu sais, au début de la cérémonie, ils font toujours genre, oui, voici l'huissier, le cabinet d'avocats, Spencer and Proctor machin, tu sais, qui s'occupera des tickets et des ça veut rien dire, ouais. Ils ont invité toute la famille en plus. C'est là que tu te dis, en fait, il y a trop moyen de faire genre, tu rayes
le truc, tu fais genre, oui, non, finalement, c'est Star Trek. C'est très bien. Il y avait d'ailleurs Tipex qui avait réagi dès le lendemain. Tu l'as vu la pub? Non, j'ai pas Dans vu. les 24 heures qui ont suivi, il y a Tipex qui a fait une campagne de pub sur les réseaux sociaux où c'est une photo avec La La Land avec du Tipex avec marqué on a tous le droit de faire des erreurs. Tu vois, en 24 heures, il y avait ce truc de. La Et tu sais que capitalisation sur c'est ça. marrant le truc de comment on peut colporter des infos qui sont pas forcément vraies parce que dans les 24 heures qui ont suivi, j'ai entendu plusieurs personnes Mhm. qui me disaient qu'ils avaient lu quelque part qu'en fait c'est quel est l'acteur qui s'est trompé, enfin qui a C'est lu Warren Beatty, non? voilà, et que il y avait une info qui tournait comme quoi c'était parce qu'il était un peu limite gâteux, il avait mal lu quoi. Et Ah qu'il non, avait- non. Mais Ouais. cette info je l'ai entendue de plusieurs personnes, Ah, donc tu bah, vois c'est- quelle la merde qui peut circuler Ah oui, quoi. c'est clair. Et donc en 48 heures le gars est passé pour un gars sénile qui sait pas lire alors qu'on s'est trompé d'enveloppe. Ouais, Donc, c'est tu ça. vois, c'est complètement fou. C'est un peu abusé quand même. Mais il y avait eu le truc de Marisa Tomei, c'était le gros parce que Marisa Tomei elle avait reçu l'Oscar de la meilleure actrice ou second rôle. Actrice dans le second rôle, je crois que c'était pour baigner de ton Ouais, père, c'était non, c'était un film avec Danny DeVito, mon cousin Vinny, c'était. Ah, c'était mon cousin Vinny, Ouais, ouais. pardon, ouais. Et du coup, tout le monde était là genre vous êtes sûr qu'est-ce qui se passe? Et du coup, la grosse légende urbaine, c'est que c'était juste pas marqué ça quoi. Et juste la personne qui a donné le truc, elle a fait Marisa Tomei, terminé. Tu plies l'enveloppe, tu la mets comme ça. Qui va monter sur scène pour dire non, c'est pas vrai, tu C'est sais. n'importe quoi. Après, le silver lining dans ça, c'est que je suis trop content que Casey Affleck ait eu l'Oscar du meilleur acteur pour Manchester by the Sea, Ouais. pour le remettre sur la carte un peu des films qui ont marqué cette année, et c'était vraiment Clairement, super mérité. Meilleur- le meilleur plus scén- talentueux meilleur scénario, des. surtout, Ouais, Manchester Manchester by aussi. the Sea, ouais. Manchester by the Sea, meilleur scénario clairement mérité parce que c'est un scénario Ouais, c'est Ouais. incroyable. extrêmement bien. Incroyable. Bien Donc, fait. bon, un palmarès sans trop de surprises. Il y a eu un peu, parce Ouais, que ouais. Moonlight, c'était quand même pas mal. Ouais, c'était, Ouais, on en c'était a pas parlé, mal, mais on c'est en a clairement pas parlé. le meilleur film de l'année Mais c'était 2016. des Oscars parlé. politiques. Il Mais fallait- Ouais, ça j'en ai marre quoi. Après, toujours pareil, de toute façon, à partir du moment où tu fais pas une cérémonie où tu expliques quels sont les critères Ouais. qui font qu'un film est bon, tu vas pas pouvoir Ouais, avoir... Genre, nous on aime bien. Ouais, mais c'est ça, C'est ça. c'est juste un truc D'ailleurs, d'humeur. En fait, je pense qu'on en parle trop parce qu'en fait, ce qui me gêne dans ce principe de cérémonie en général, parle pas que des Oscars, mais de cette culture du prix comme ça, c'est que finalement, on parle que de la sanction. Et d'ailleurs, une fois que les prix ont été remis, tu vas avoir des nombreux billets d'humeur dans des journaux qui vont t'expliquer pourquoi ce film ne le méritait pas et c'est un autre qui le Ouais. méritait, etc., etc. Mais on parle pas des films, on parle que Oui, de la mais sanction. Tu vois ce que je veux dire cela dit, non, il y a un énorme coup de promo pour tous les films qui ont des Oscars et qui seraient passés en général sous le radar de plein de gens. Genre là, il y a 1000 gars qui vont voir Moonlight parce que il y a marqué Oscar dessus. Quoi. Ouais, mais en fait, t'es pas Et, obligé de faire une compétition. Je veux dire, les festivals, ils font ce truc-là, t'es pas obligé de T'es mettre pas une compétition. tu vois ce que je veux Obligé, dire. mais ça marche mieux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais en fait, d'une manière générale, si tu veux, ce que je remettais en question, c'est cette culture du prix, Ah oui, cette non, mais- culture du meilleur, cette culture du, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bienvenue chez les humains, quoi. Mais ouais, mais en fait, on a le droit aussi d'en discuter, en fait. Oui, Tu non, vois, mais bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, c'est ouais, d'accord avec toi, tout ce mais qui d'un découle autre de ça, côté, c'est... ça aussi- Et d'une manière de- générale, les Oscars, on en a un peu discuté à midi avec Aski, c'est censé être l'Oscar du meilleur film, point. Pas du meilleur film américain, c'est meilleur film. Tous les films peuvent concourir à l'Oscar, à tous les Oscars, les films du monde entier, Ah oui. mais c'est toujours un film américain qui gagne. C'est comme si on organisait des Jeux Olympiques en France et il y avait que des sportifs français parce qu'on dit ouais, les autres ils sont pas très bons. en Mais même c'est ce temps. que Non, je parce te que dis, les le autres, jour ils ont sur la catégorie les, coureur de fond qui ne parle pas français. les World Series, c'est quoi? C'est les championnats de baseball aux États-Unis, Ouais. mais World World. Series. Eh, mais C'est-à-dire, c'est très emblématique. Je vois pas pourquoi on prend au sérieux une remise de prix qui n'a jamais récompensé un seul film étranger. Enfin, je veux dire, c'est mais- bizarre hein, Mais quand même. c'est la thune, quoi. non, Mais non, mais c'est la thune. C'est-à-dire que quand tu flottes le marché avec ça, quand on te Je- dit je- que c'est important... Je veux dire, pareil, quand t'imagines que le discours d'un roi a gagné l'Oscar du meilleur film, et que Kurosawa ne l'a jamais gagné quand même. Enfin, je veux dire, il y a un problème, donc c'est... Je connaissais pas à l'époque le Japon, ils se disaient c'est bon. Vous voulez une bombe de plus ou quoi? Et du coup, les Césars là, qu'est-ce qu'on en César, pense, j'avoue que j'ai pas suivi, j'ai pas eu trouvé ça. l'info, Ben, c'est- le seul extrait que j'ai vu des Césars, pour vous dire, c'est Jérôme Le Commandeur qui dansait La La Land avec Marthe Villalonga. Sans aucun second degré, en fait. C'est juste genre, on reprend exactement la même chorégraphie, et j'ai fait, on est à genre milieu du show. Mais là- que mais là- donnent Mais les Américains. pareil, j'ai la même chose à reprocher au César. Après, d'une manière générale, je crois que les Césars ont récompensé notre film français préféré de l'année, de toute façon. C'est Elle, oui, bien sûr.
Oui, c'est sans surprise. Il y a eu tous les favoris. Ouais. Juste la fin du monde a été récompensée aussi. Ouais. Il y a eu qu'est-ce qui a été récompensé aussi? Mais en fait, est-ce que ça... Enfin, ouais, là, pour le coup, ouais, je sais pas. Mais tu vois, pour répondre un petit peu au truc d'Arnaud, c'est que de la même manière que moi je suis d'accord pour remettre en question ce truc nombriliste américain, c'est que le problème c'est que quand Jérôme Commander il fait ça, d'une certaine façon il importe ça aussi, donc tu sais il importe cette espèce de truc Et de volonté de faire du show. Oui, sauf que... Et puis tu vois, pour revenir sur ce... C'est-à-dire, il faut rappeler, l'année dernière, il y avait eu une polémique aux Oscars parce qu'il y avait aucun noir qui avait été nommé. Ouais. Et donc on avait dit, c'est un peu raciste, faut arrêter. Et à cette époque-là, tu Ça suivais... suffit. Tu suivais un peu ce qui se passait, et il y a beaucoup de gens qui disaient oui, il faut plus inclure le cinéma où les protagonistes seraient des Afro-Américains, etc., etc. Il n'y en a pas un seul qui a dit tiens, si on invitait des films étrangers, peut-être qu'il y aurait moins de blancs. Si on mettait des films latino-américains, Mais oui. des films asiatiques, il y en a aucun qui a pensé ça en fait. C'est dans cet état d'esprit de ben non, les meilleurs films sont américains. Je veux dire, il y a pas, il y a pas. Du coup, on va chercher des noirs dans le ghetto de Floride, quoi. D'ailleurs, quelqu'un a vu Fences ou pas avec Non, mais encore, franchement, pas là, encore. typiquement, ça me fait chier d'avance, Ouais. quoi. Ouais. Genre, c'est des acteurs qui veulent montrer qu'ils sont des acteurs, quoi. C'est genre, t'imagines Oui, le huis clos un mais- peu en train de faire, oh mon dieu! Mais Pourquoi est-ce que tu fais je suis ça? d'accord, mais de la même manière que dans Split, je disais, j'aimais beaucoup ce côté bande démo d'acteurs de James McAvoy. Moi, je suis assez curieux d'aller le voir parce que j'ai bien envie de voir Denzel Washington qui va Alors, essayer de faire un tout, tu vois. Sans avoir vu aucun des deux films, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fun de le faire dans Split et peut-être ça se prend un peu moins au sérieux enfin, que là, on peut Fences, pas vraiment quoi. parler, aucun de nous ne l'a Ouais, vu ouais, le film. ouais. donc, Ouais, enfin, en même temps, Mais je en pense fait, que ce truc Fences, c'est marrant, c'est que c'était la réponse extrême à ce truc de il y a pas de Il y a noir. pas de Tu sais, noir, on fait ouais. un truc vraiment extrême, ultra théâtral sur Ouais. la ségrégation, enfin sur la condition noire aux États-Unis, mais c'est encore Moi, je suis à peu près sûr de dire que ça va pas être fun, quoi, comme film. non. mais voilà, encore une fois, comme disait Arnaud, ça dépasse pas la frontière. Et puis tu pourrais largement parler de problèmes. Puis voilà, enfin je veux dire dans l'actualité. Je veux dire, tu vois, cette année, je vois, juste dans le top 10 qu'on a fait, il y avait une très grosse place au cinéma asiatique, par exemple. Oui, on avait 2-3 films coréens, ouais. Qui n'est jamais aux Oscars, quoi. C'est Jamais. fou, quoi. Ouais. Ouais, c'était assez fou parce que c'est vrai que pour le coup, tout ce qui était Dernier Train pour Busan ou des choses comme ça. Puis The Assassin aussi, par exemple, tu vois, qui était sorti cette année. Et puis Strangers, il me semble qu'en plus il Strangers, avait été pas mal regardé aux Mais États-Unis. moi, pour écouter plusieurs podcasts américains, le Train pour Busan, il a apparemment pas trop mal marché. Et alors, effectivement, il n'en parle pas, ça n'atteint pas les Oscars, mais je pense qu'il y a une clientèle quand même aux États-Unis pour les bons films coréens. Il me semble quand même que, Ouais. il me semble qu'après ça se dilue d'en haut, tu vois, mais il me semble quand même qu'il y a la place pour quelques bons films coréens aux États-Unis, il me semble. Hmm. Mais oui, mais c'est les cinéphiles, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est les cinéphiles ou on va dire les semi-jeunes qui s'intéressent plus à l'international, mais Hollywood veut garder sa place d'Hollywood en ne le faisant pas entrer et je vois diluer avec le reste du monde. Même d'une manière générale, parce que tu disais mettre un spotlight sur des films, ça peut être le rôle des Oscars, et c'est vrai que je suis d'accord que ça peut être un de ces rôles-là, et je trouve qu'il le joue pas tellement, en fait, ce rôle. C'est-à-dire que je vois, par exemple, récemment, au Festival de Cannes, ils essaient tous les ans en compétition de mettre un film africain maintenant. Il y a eu les films de Mahamat Saleh Haroun, il y avait eu Tombouctou aussi, tu vois, il y a quelques temps. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que du coup, il y a des investisseurs européens et notamment français qui se disent de plus en plus, tiens, si on investit dans un film africain, il a peut-être une chance d'aller à Cannes, on va en parler, on va pouvoir le vendre. Et du coup, en fait, ça fait que ça développe un petit peu le cinéma qui en a besoin, en fait, tu vois. Et je trouve que les Oscars font pas vraiment ça. Cette année, du coup, ils l'ont fait un petit peu, ils l'ont donné à un tout petit film, tu vois, qui parlait de noirs américains, etc., etc. Donc là, je trouve qu'ils sont parfaitement dans leur rôle, en fait, en remettant un Oscar à Moonlight. Quoi que tu penses du film, moi je l'ai bien aimé, mais quoi que tu penses du film, je trouve qu'ils sont complètement dans leur rôle. Mais pour le coup, c'est plutôt les Césars qui font pas ça, parce que elle et Dolan, ils avaient besoin de personne pour être regardés. Bah en fait, ils avaient déjà eu Cannes pour se lancer en plus tous les deux. Mais alors à ce moment-là, faut rebaliser le truc, et parce que tu peux pas non plus dire cette cérémonie ne sert qu'à mettre du spotlight sur des gens, sinon ça perd son sens. C'est vrai. Parce que justement, ce qui a du sens dans ce spotlight, c'est que ça le met au même rang que des films de ce calibre-là. Parce que sinon, ça aurait un côté un peu trop charité si c'était que après la vérité est qu'effectivement, elle et le dernier Dolan méritaient probablement, en tout cas, ce qu'ils ont gagné, tout simplement, pour
dans les Césars, tu vois ce que je veux dire, parmi le reste des films, quoi. Si on faisait des stats. Oui, après, ce que je remarque quand même, c'est que même si ces films ont bien marché à leur niveau, Ouais. c'est moi, ce que je trouverais complètement démago, c'est que ils remettent des prix, par exemple, à Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il a fait beaucoup d'entrées. Ah oui, non, bien C'est sûr. quand même pas le cas, quoi. Oui, bien sûr. Ce que font pas les Oscars non plus, d'ailleurs. Non, mais, non, parce que Ouais. non. Oui, d'ailleurs, oui, Mais après, Danny Boone avait fait le gros scandale en disant je comprends pas que Bienvenue chez les Ch'tis ne soit pas au César, tu sais, à l'époque, parce que il avait tout pété en truc. Ouais, mais ton film, il est juste pas bien, quoi. C'est tout, quoi. Non, Mais ça pose une question intéressante parce que du coup ça rétablit les critères quoi. Et oui, Est-ce que c'est le qu'il y a fait pas que de critères donnés, en fait. Mais en fait, C'est des gens qui là, votent. on va peut-être rentrer dans une discussion qui dépasse le cadre de ce podcast. Mais quels sont La dernière dans la fois, stratosphère, tu la sais. dernière fois, on a parlé de choses qui dépassent tout. franchement, donc, quels sont les critères pour définir ce qu'est un bon film? Mais moi, je crois que pourquoi Moi, je les connais pas, les critères. Non, mais pourquoi les gens, parce que on est d'accord, c'est des gens du milieu du cinéma qui votent pour les Césars. Oui. Ok. Aux États-Unis pareil. Oui, et aux États-Unis. pareil. Ok, L'Académie. non, mais on va parler justement des Césars et de l'exemple Bienvenue chez les Ch'tis. Pourquoi les gens n'ont pas dit que Bienvenue chez les Ch'tis devrait faire partie des nommés au César? Mais ces gens-là, s'ils font partie du milieu du cinéma, ils ont vu beaucoup de films. Et bah, je suis désolé, mais pour effectivement affûter un petit peu tes goûts, bah, il faut voir beaucoup de choses dans le domaine où tu penses avoir un goût qui s'améliore. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a des goûts pour tout et tout est variable. Tu vas trouver quelqu'un qui est peut-être que Stanley Kubrick aurait adoré Bienvenue chez les Ch'tis, tu vois. Je dis n'importe quoi. Mais le fait est que dans la médiane, c'est Ouais. comme IMDb. Et ben, Bienvenue chez les Ch'tis, c'est pas un 8 sur Mais 10, le quoi. contre-exemple de ça c'est que regarde Intouchable qui est aussi un énorme succès après ce que c'est un bon film mais il a eu des Césars il me semble Intouchable. Peut-être, oui. Ouais, c'est pas possi- meilleur film, je crois. Mais au moins, il a été nommé. Mais il y avait clairement, une certaine forme il y a- de reconnaissance du milieu du cinéma Oui, pour ce ouais, film. Mais après, je suis Et désolé. c'est un énorme succès. Ouais. Bon, après, voilà, on ne peut que parler pour soi, mais clairement, il y a des qualités cinématographiques et intouchables qu'il n'y a pas dans Ouais, mais Bienvenue chez les Ch'tis, tu toujours vois. pareil, c'est toujours difficile quand on n'a pas de critères précis de parler. Et C'est-à-dire, ouais, mais c'est c'est-à-dire de que- l'art, quoi. Je je sais pas comment le dire, c'est-à-dire que je peux aimer des films pour des raisons complètement différentes en fait. Et en fait, j'ai un exemple parfait, c'était l'année dernière, il y avait un film que j'avais trouvé super intéressant qui s'appelait The Big Short sur la crise des subprimes. Ouais. Ah ouais. Et j'avais lu une très bonne critique d'Emmanuel Burdeau en fait sur ce film. Et en fait donc il disait que le film parlait de la crise des subprimes, il développait pas mal en fait. Il racontait en quoi le film était important parce qu'il essayait de vulgariser l'économie pour faire comprendre la crise, etc., etc. Donc c'était vraiment une critique très très positive, tu vois, où il disait que c'était un film important pour ça, parce que c'est un film qui s'adressait à tout le monde, que c'était un film hollywoodien, etc., etc. Et dans sa conclusion, il rajoutait, comme vous l'avez deviné, The Big Short n'est pas forcément un bon film, mais est un film important. Et c'est marrant parce qu'il y a un truc, c'est du genre, il parlait de critères qui étaient pas des critères purement cinématographiques comme on l'entend entre aficionados un peu du cinéma, où il y a un accord tacite sur ce qu'est un bon film. Ouais, et ouais. ce qui Mais n'en est pas. politiquement, il parlait de Mais sujets il trouvait que intéressants. c'était un film important et au final il disait du coup c'est pas un bon film. Et je sais pas si je suis d'accord sur cette conclusion là. C'est-à-dire que est-ce qu'il remplit pas un rôle qui fait que c'est un bon film mais pas selon les critères traditionnels tu vois du Après là, moi je suis pas d'accord sur The Big Short, c'est que d'ailleurs entre parenthèses, il y a un livre sur The Big Short que j'aurais envie de lire, c'est que là où je suis pas d'accord sur la vulgarisation, c'est que pour à moi avoir vu et m'être intéressé à ce sujet, avoir lu des trucs dessus, je pense que The Big Short, pour quelqu'un qui ne connaît rien du tout au contexte, je trouve que c'est pas abordable. tu crois? Parce que Ah je bon trouve que ça va très vite et pour en avoir discuté avec plein de gens et des gens qui justement sont aficionados d'économie, d'autres non. Moi, il me semble que ce Ouais. film va très vite pour quelqu'un qui ne connaît rien au sujet et qui n'a aucune connaissance d'économie. Tu sais, et notamment il y a d'ailleurs sur les acronymes et les trucs techniques, les CDOs, les trucs comme ça, où c'est pas parce qu'il y a la blonde de Wolf of Margot Wall Street, Robbie, c'est pas parce qu'il y a justement. Margot Robbie dans une baignoire qui l'explique. Voilà, Oui, moi mais le attends. reproche que j'ai, Avec un maquillage oscarisé. je trouve que ça va trop vite sur la. Mais après, je suis d'accord dans le truc sur le truc politique, c'est intéressant quoi. Et tu vois sur ce truc des critères, c'est-à-dire un film juste qui va même documenter quelque chose,
documenter un sujet dont tu n'as jamais entendu parler et faire un travail là. Pour moi, ça peut aussi être un bon film d'une manière différente de cet accord tacite qu'on a entre cinéphiles de se dire un bon film c'est ça. Et je pense que c'est pas une bonne idée en fait de se limiter dans les critères. Oui, mais c'est pour ça, il y a tu vois ce que je veux dire. Il y a pas de critères effectivement réels, tu vois. C'est comme de l'art, tu vois. Enfin, c'est comme de l'art, c'est de l'art, mais je veux dire, ouais. C'est comme si on parlait de peinture. Cette peinture là a été faite dans un tel contexte parce que voilà, c'est la guerre, etc. Et qu'on en parle alors que d'habitude on n'en parle pas. C'est la même chose. Le fait est qu'effectivement on peut pas créer des critères et que ce sera toujours un peu flou. Ouais, mais le problème c'est que à partir du moment où c'est opaque, bah du coup ça légitime complètement le côté copinage et politique qui se passe en backdoor, tu te vois pas du tout. Mais c'est ça que je reprochais, c'est ce que je te dis, on ne parle que de la sanction, c'est-à-dire c'est le meilleur. Ouais. Alors que ce qui serait intéressant, et même d'une manière générale, je vais prendre un exemple, par exemple le Festival de Cannes. Ouais. On parle énormément du palmarès une fois qu'il a été fait, et tout le monde y va de son avis, tu vois, pareil. Et en disant, moi je connais la vérité, c'était pas le bon film qui a gagné, tu vois, genre avec beaucoup d'autorité, tu vois, comme ça. Et je pense que ça serait différent si au lieu de remettre des prix, on filmait les délibérations. Et on montrait pourquoi en fait les gens aiment tel film et ça serait une vraie discussion. Ce qu'on fait dans ce podcast. Exactement. En fait, c'est-à-dire qu'en fait il faut. Mais c'est comme d'habitude, les gens ils préfèrent avoir quelque chose de rapide, de décisif et pas. Parce que je n'ai pas le temps d'écouter une argumentation, tu vois. Oui. Ouais, bah je suis désolé, mais c'est comme la vraie vie, c'est ça. Il y a pas blanc ou noir. Il y a plein de grilles et il y a plein de choses qui te prouvent aussi que tous les nommés du coup ont un petit peu leur place probablement, tu vois. Du coup, je pense qu'à partir de maintenant, on peut peut-être réviser la grille des Yums et puis faire des grilles de compétences et puis mettre des... Genre, non, mais c'est le truc, tu vois, c'est-à-dire que là on se prête un peu au jeu, tu vois, de la critique en donnant des miams. Mais clairement, c'est pas ce qui est le plus important dans ce podcast, tu vois. Ce qui est important, c'est la discussion qu'on a, surtout. Et c'est toujours très arbitraire, les miams qu'on donne, tu vois, et c'est assumé que c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, ouais, bien sûr. T'as vu le concours ou pas ? Non, je l'ai pas vu et je vais te dire pourquoi. C'est parce que juste de voir la bande-annonce, ça me rappelle des souvenirs très stressants et je sais pas si je vais... Je voulais en parler avec toi parce que j'ai un pote qui est ultra cinéphilique qui l'a vu et en fait ce qui l'a saoulé, c'est qu'apparemment il me dit que ça donne l'impression que les jurés et tout, c'est trop tes potes, tu sais, ça donne... Et en fait, la grosse déception, c'est qu'apparemment, ça parle pas du tout de cinéma, le film. Ben, là, je peux pas te dire, on en reparlera si tu le vois, mais... Ça fait longtemps que je me dis, il faut que j'y aille, à chaque fois, je me rappelle ce truc, je vais faire, ah putain, je vais me sentir mal devant ce film. Je crois que nous, on avait parlé des films qu'on a vus récemment dans le dernier podcast. Ouais. Je sais pas si on a vu de nouveau là. Moi, ça date. Enfin, moi, je vais faire un retour en temps parce que moi, je suis de façon très en retard en train de me remettre dans House of Cards. Donc là, je suis en train de parler en 2012 là. Donc... Ouais, donc c'est vrai que c'est irrelevant. mais en même temps, il y a Code Quantum. J'ai bien aimé Citizen Kane, un petit film dont on ne parle jamais. À ma décharge, c'est très intéressant de voir cette série après l'élection de Trump. Il y a un petit côté sympa de retour dans le temps, tu sais, où il a un peu planté le seed avec les démocrates d'Hillary Clinton. C'est assez intéressant à ce niveau-là. Sauf que c'est là que tu vois que dans les fictions, les politiques sont beaucoup plus intelligents que dans la réalité. Ça fait peur. Ça fait peur, ouais. Bon, du coup, on peut clore la section choses qu'on a vues dernièrement. La grosse section, du coup. Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Spoiler de Logan. Spoiler alert. Spoiler. Déjà, moi j'aime bien qu'il soit un Uber driver. Ah, j'adore. Je trouve ça génial, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, genre, j'ai pas de vraies compétences dans la vie normale pour genre flip des burgers ou des trucs comme ça. Non, en fait, moi, je suis Uber driver parce que... Est-ce que tu dirais que ce super-héros est ubérisé par la vie?
Est-ce que c'est un clin d'œil au Ubermensch, s'ils veulent dire ça? Pardon. Mais ceci dit, pour en continuer à slider sur les trucs qu'on a vus, je reviens sur mon parallèle que j'ai pas pu faire de American Honey et Logan, mais moi je trouve que Star pourrait totalement être sur un road trip avec Laura, la Ninja, puisqu'elles sont toutes les deux pour moi des produits, des purs produits de leur environnement en fait. Mais c'est ça parce que, enfin, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que ce qui était vraiment très beau dans American Honey, c'est qu'on s'attendait en fait qu'elle trouve la liberté dans ce road trip et que c'était tout l'inverse en fait. Ouais, c'est ça, ouais. C'est mais surtout sur ce côté de American Honey dans le sens c'est l'enfant de cette Amérique-là et elle aussi c'est l'enfant de ce monde. On notera que d'ailleurs le méchant et la méchante dans American Honey ont tous les deux l'accent sudiste est assez fort quoi, tu vois, c'est des mecs encore une fois qui bossent pour les corporations, pour les gars, on vous contrôle en fait, tout simplement. Et toi, t'essayes justement de quitter cette corporation qui t'a contrôlé jusque toujours. Mais alors sur un choix pour revenir un peu sur cette corporation qui est bon, le méchant n'est pas très intéressant. Tu vois, mais il est très rapide. Il meurt en 2 secondes d'ailleurs. Mais oui, mais je trouve que ça c'était un choix en fait. C'est genre on s'en bat les couilles. Et c'est vrai qu'en milieu de sa phrase, genre moi l'acteur de Narcos, je le vois arriver. Moi vraiment, moi je le trouve classe. J'adore sa façon de parler. J'adore. Mais son attendez, accent parce que sudiste. j'étais persuadé que cet acteur-là c'était Drago Malfoy de Harry Potter. Je me suis trompé. Ah non, pas du tout. Il est dégueulasse. Non, lui il est quand même assez beau gosse, le mec de Narcos. Non, Drago Malfoy en ce moment il joue dans la série Flash. Dans Narcos, ce gars joue le rôle du flic qui a traqué Pablo Escobar toute sa vie, un espèce de bon quinri genre Miami Vice avec une bonne moustache blonde. Et très très bon. Et autant lui, il arrive, il a sa scène, ses premières scènes, vraiment dans la première demi-heure, et après il disparaît. Parce qu'en fait les méchants on s'en fout en fait. Oui, mais après si tu regardes, tu le vois que 20 secondes par 20 secondes. Pour finir ce que j'ai commencé, j'aimerais reprendre un peu le parallèle que j'avais fait avec The Plague Dogs, parce que ce qui était intéressant dans The Plague Dogs, c'est que quand ils étaient confrontés au monde, en fait, ces chiens malades, ils étaient rejetés par tout le monde. C'est-à-dire, c'était la société qui les rejetait comme parias, tu vois, etc., etc. Et dans ce film-là, dans Logan, au début, on a l'impression que c'est vers là que veut nous amener le film, et tous les gens qu'ils rencontrent, c'est des gens qui vont les aider. Ouais. Et en fait, le seul méchant dans ce monde, c'est cette corporation secrète. Ouais. Et donc, en fait, si tu veux, c'est pour ça que je te disais, c'est pas forcément les mutants sont des parias, parce qu'en fait, aujourd'hui, enfin, dans le monde de Logan, tout le monde s'en fout des mutants. Les mutants n'existent plus, ils sont tous morts, en fait. Mais en fait, exactement, et c'est un tout petit peu, en fait, un des trucs que je reproche au film, c'est-à-dire cette idée de tout rejeter sur un espèce de mal non défini, Illuminati, tu vois, plutôt que de... Et alors, moi, j'ai trouvé qu'au contraire, ça rajoutait on est exclu aussi parce qu'on est vieux, tu vois, genre, on est les... Vous savez, on a eu notre heure de gloire, nous les mutants. Ouais. On parlait de nous tout le temps, et à la radio t'as, ah oui, mais mec, on est en 2029, on n'en parle plus des mutants, ça existe plus, ce genre de truc, tu vois. Et t'es là, ça rajoute pour moi au fait de te mettre dans un hospice, en fait. Ah ouais, ta Seconde Guerre mondiale, ouais, mais on s'en fout, part, tu vois. Va mourir tranquillement sans faire de vagues. Sauf que c'est pas tout à fait comme ça que réagit la population avec eux. On dirait que quand la population réagit avec ça ou avec eux, ils vont dans des endroits où la population, on a l'impression qu'ils sont aussi oppressés qu'eux. Oui. Que ce soit cette famille, tu vois, de fermiers et de choses comme ça. Non, mais tout ce que je veux dire, c'est que ça montre, en tout cas, une vision du monde. En fait, je dis pas ça sur la technique. Je sais que c'est un choix conscient. Ouais. Mais ce que je regrette, c'est que c'est un choix qui m'a l'air un petit peu plus complotiste, tu vois, ou quelque chose comme ça, qu'une véritable vision, en fait, tu vois, réelle de l'Amérique telle qu'elle est. Alors après, ceci dit, moi Vous voyez ce que je veux dire sur ça Je vois, mais après moi, oui, je vois que toi, du coup, tes yeux vont surtout vers la corporation. Moi, j'avoue que je l'oublie un peu, mais je vois au contraire tout le reste. Et moi, le fait qu'il se fasse aider par le médecin, ou alors qu'il se fasse aider effectivement par le gars que jouait Eric Lassalle, la famille de Noirs, etc. Moi, je vois plutôt le côté... Même s'ils disent pas qu'ils sont mutants dès le début, je vois plutôt le côté, en fait, on a réussi. Les X-Men ont réussi à faire intégrer les mutants. Tu vois, on n'est plus les ennemis. Mais sauf que visibles, quoi. Sauf que c'est jamais vraiment abordé comme ça non plus. À aucun moment il y a eu une idée qu'ils ont triomphé et qui sont passés, mais exactement, là c'est de la projection. Ouais, non, mais pas vraiment, parce que ça fait partie des X-Men. Genre, c'est littéralement
X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3, c'était sur ça aussi, tu vois. Ouais. C'était sur faire accepter les mutants dans la société. Donc, si Ouais, tu veux, mais si on tu peut veux, pas, c'est pas non plus, parce que pas, si c'était le cas, ça serait plus proche ce que tu dis de genre Rocky 5 ou Rocky 6, celui où il est Balboa, tu veux dire? Rocky Balboa ou Creed même, tu vois. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui est vu, comme tu dis, un type vieillissant qui a eu une gloire passée et qui maintenant est un peu irrelevant, tu vois, dans le monde actuel. C'est pas comme ça que sont décrits les personnages ici, tu vois ce que je veux dire. C'est pas des Rocky, quoi. Il y a les comic books, il y a le truc, il y a genre tout le monde les connaît mais sous un prisme, tu vois, doré. Mais pas vraiment, ils sont obligés de cacher Charles Xavier. Parce qu'il est dangereux et qui répète à plusieurs moments qu'il a été classé comme arme de destruction massive. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais il les cache à la corporation, il les cache pas au reste du monde. Non, il le cache au reste du monde. Il dit à un moment, Logan, que il y a l'ONU, je sais pas quelle organisation, qui a décrété que Charles Xavier était une arme de destruction massive. Donc c'est des gens qui sont quand même recherchés. C'est des gens qui donc tu peux pas dire que ils ont réussi, quoi. Non, mais attends, ça c'est une ligne au début du Mais exactement, mais c'est présent. Mais c'est présent pas dans la par construction du film, par quoi. les humains, pas par les humains normaux, c'est ça que je veux dire. En fait, mais le oui, mais en système fait, il y a quelque chose, pas les humains. Il y a quelque chose d'un peu incohérent, quoi, si tu veux, dans tout ça, je trouve. Bah, je sais pas, moi je trouve que, bah, enfin, ça parle plus de l'espèce d'être humain, mais en fait, ce que tu dis sur les êtres humains, c'est exactement ça, et c'est ça que je reproche un petit peu, c'est-à-dire que c'est du coup, de fait, un film qui a un peu une vision complotiste du monde, et c'est très bien, tu peux le faire, tu peux choisir de faire un film sur ça, mais c'est cette idée-là, qu'il y a d'un côté, en fait, la population, et que les X-Men et les humains en général font partie de ce grand groupe, et que tout ce groupe-là est opprimé par une toute petite minorité qui est, et voilà, c'est tout ce que je voulais dire, oui, c'est ça le truc, et c'est quelque chose que je trouve quand même moins intéressant que The Plague Dogs, où là on me montre vraiment des parias, et comment un système d'oppression des parias se met en place. Mais moi je trouve que en l'occurrence ça a plus de résonance dans le monde actuel, quoi, parce que clairement il y a des gros clins d'œil au mur de Trump, ils sont littéralement à la frontière mexicaine. Ouais, mais sauf que le gouvernement, les corporations. Sauf qu'on le voit bien, mais dans le monde actuel, c'est pas le cas que la population est avec les opprimés. C'est pas du tout le cas, en fait. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire? Ils font une projection de vous allez tous vous faire opprimer par le truc. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est quelque chose que je trouve simpliste, du coup. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose de... Après, on n'est pas non plus dans la super SF de voir les corporations qui font des OGM... même si ça c'était un peu un clin d'œil viteuf pour dire, tu sais, effectivement les méchants veulent te... Oui, avec la junk food. Mais après, avec la junk food qu'on contrôle, etc. Et d'ailleurs, du coup, ils disent que c'est grâce à eux, c'est à cause d'eux qu'il n'y a plus de mutants, en fait, ils répriment le ça peut être une ode au consommer bio, en fait. Oui, non, mais c'est vrai. Mais encore une fois, c'est aussi une ode à la vie... Oui, à consommer bio et prendre contrôle de sa propre vie hors système. Et en fait, je voulais parler de ça parce que justement, ça, je pense que c'est un point et c'est bien qu'on en ait parlé parce que je pense que c'est matière à débat, parce que c'était quelque chose de conscient, tu vois, ça fait partie, comme tu dis, du projet du film de vouloir faire quelque chose comme ça, avec lequel je suis pas forcément d'accord, mais bon, voilà. Après, on en discute, mais par contre, je trouve, et on va y revenir, il y a un moment où je trouve que le film décline clairement en qualité, et c'est à la mort de Charles Xavier. Ouais. Clairement. Parce que c'est là qu'il y a la perte de rythme, en fait. Et de toute façon, tout de même, tout le dernier combat quand ils sont dans la forêt, là, je suis à nouveau devant un Avengers, quoi. Et ça, je suis devant un Avengers et j'en ai marre. Alors ça, c'est ultra bizarre parce que quand Xavier se fait tuer par le double de Wolverine, par X-24, le combat qui après est génial entre lui, parce que déjà je suis super surpris de voir un clone de Wolverine, tu vois, et j'aime bien, et il se passe ce combat, et ils s'en vont, et là c'est vrai que je me suis un peu fait chier là, en fait. À partir de là, mais il y a quelque chose même sur le personnage, c'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, il y avait le personnage de la petite fille que j'aimais énormément, en fait. Elle est muette pendant la première partie du film, et on sent le petit animal et le petit animal féroce, tu vois, le truc comme ça. L'enfant sauvage, quoi. Une boule. Ouais, mais c'est super intéressant, et le rapport qu'elle a avec ce papy qu'elle aime bien, Wolverine avec qui elle a des petits trucs, tu vois, mais il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, cette dynamique est brisée. À partir de là, ils la font parler, et on sait pas pourquoi, et c'est très incohérent, en fait. C'est-à-dire qu'elle se met à parler en espagnol, et puis après elle se met à parler anglais aussi, et elle mélange les deux, et je comprends pas pourquoi, et je comprends pas pourquoi elle me parlait pas avant, et je comprends. C'est encore une fois
ce parti pas assumé jusqu'au bout du multilinguisme, quoi. C'est trop bizarre, quoi. Après, en plus, c'est ça qui est étrange, parce que les scientifiques chez Dharma, là, Industries, ils sont américains. Ok, les infirmières, elles étaient mexicaines, d'accord. Ouais, mais techniquement, si les autres lui parlent plus anglais, les autres parlent en anglais, il y a qu'elle qui parle en espagnol. Ouais, en fait. Donc c'est bizarre parce que ses copains qu'on trouve à la fin, ils parlent anglais. Il parle anglais, ouais. Rictor, machin, il a même pas d'accent quand il parle anglais, donc je vois pas pourquoi elle. Oui, c'est vrai. Enfin, bref. Mais c'est vrai que la seconde partie, en fait, ce que tu disais, le climax, la dernière bataille, non, il fallait la pousser plus, quoi. Parce qu'en fait, là, il arrive, il donne des coups de griffe. Sauf qu'on l'a déjà vu faire ça, mais mieux les autres fois. Donc c'est vrai qu'il y a un petit... Ouais. Enfin, pour moi, le climax, c'est le massacre dans la ferme. Ça, le massacre dans la ferme, il est génial. Ça, c'est le climax. Et en fait, d'une manière générale, moi, je crois que j'aurais vraiment aimé, et c'est pour ça, en fait, que je parlais de ce truc, que je regrettais la corporation secrète et tout ça. En fait, je crois que sur ça, j'aurais aimé un film plus simple, en fait. Mais oui. Et du coup, on en revient au truc du budget et du Marvel un peu dissocié. C'est que là, moi, j'aurais rêvé d'un espèce de truc ultra épuré à la No Country for All Men, tu vois, dans cette ferme, où limite un peu comme dans Looper, tu sais, où il y a un champ de maïs, c'est tout, il y a rien d'autre. Ouais. Et qu'on reste sur cette espèce de simplicité, espèce d'épuration. Enfin voilà, un truc vraiment. Mais c'est vrai que je le disais, le méchant ne sert à rien, c'est juste parce que toute sa vie, Wolverine, il a toujours voulu être chassé pour qu'on utilise son corps comme un soldat, comme un outil. Ouais. Et que là, du coup, c'est la même chose avec sa fille. Ouais. Donc c'est vrai que je comprends pourquoi ils ont voulu le faire, mais c'est vrai que t'as tendance à te dire, est-ce que un Logan qui finit juste par, je sais pas, un espèce de dent de sabre qui veut tuer tous les mutants, et ça serait pas mieux, tu vois, juste un contre un, tu vois, une chose comme ça, une traque solitaire, comme tu dis, un petit No Country for Old Men, ou un truc sale, glauque, et finir, parce que il se trouve que justement à la fin, quand c'est dilué, en fait, je devrais chialer, moi, quand il meurt, tu vois, et j'ai pas d'émotion dans cette fin, quoi. Non, moi, l'émotion, c'est quand la petite fille, elle a transformé la croix en X. Là, j'ai fait, putain, c'est pas mal, quoi. Non, mais c'est une image sympa, mais tu vois ce que je veux dire, le build-up jusqu'à là, il est non, mais mal moi, foutu quand même. Moi, clairement, j'ai eu, j'ai quand même eu genre un petit peu d'émotion, je crois que j'ai eu un peu d'émotion, mais quand, je sais pas si c'était quand Xavier... non. Et ça pourrait être, moi, je crois que ça aurait marché si pareil, si sa mort avait été plus simple, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il l'avait accompagné jusqu'au bout, qu'il y a un truc qui allait, et que c'était pas, je pense, comme tu dis, le climax d'action, de toute façon, on l'avait eu dans la ferme, on n'avait pas besoin d'en avoir un autre après. Ce qui est un peu bizarre parce que ils ont commencé très très fort avec ne serait-ce que la première scène était géniale, les kills de ces cholos là, tu vois, et le truc de la ferme était énorme. Juste petit moment émotion, moi, où justement Wolverine arrive vers Xavier qui s'est fait tuer par X-24 et qui lui dit c'était pas moi, ouais, c'est beau ça. Putain, ça j'avoue, tu sais genre je sais que tu viens juste de me voir te tuer, mais c'était pas moi. Mais il y a plusieurs trucs même dans les moments, parce qu'en fait finalement c'est ce que je préfère dans tout le film, parce que même la relation qu'il a avec son ami Caliban, elle est bien aussi, tu vois ce que je veux dire, la manière dont ils se sont créés une vie comme ça pour cacher ce professeur. Mais Stephen Merchant, il y a des beaux trucs, tu vois, dans ça, et Stephen Merchant c'est très bien, quoi. Et le fait que c'est con, mais c'est cette scène où il s'assoit sur le banc et qui lui dit ok, je veux pas me battre, mais j'ai des trucs à te dire. Et je peux pas t'aider si tu me parles pas du fait que tu te bois des bouteilles de whisky tous les jours, etc. Je m'attends pas à ce genre de discussion dans un film X-Men, quoi. Et je trouve que ça sonnait super juste, en fait, entre ces acteurs-là. Ouais. Mais c'est dommage parce que pour le coup. Et avec des trucs, ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'ils insistaient pas sur ses pouvoirs, c'est-à-dire que on voit ce type qui est clairement un mutant. Et en fait, il y a des toutes petites références. À un moment, il renifle un métal et il trouve que c'est de l'adamantium, et on se dit qu'il y a sans doute des pouvoirs de mutants qui sont là-dessous. Mais la plupart des films de super-héros, quand on nous présente un personnage, on nous le présente par ses pouvoirs. Et ici, on nous le présente par ses relations au personnage. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant. C'est plus intimiste. Je m'y attache beaucoup plus, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc. Et tout ça, ça fait partie de ce qu'on disait de cette première heure qui est formidable, en fait, quoi. Et c'est pour ça que je reparle encore de Looper, mais moi j'aurais trop aimé que Johnson réalise ce film, quoi, parce que du coup. En fait, là, ça ressemble beaucoup, et tu vois, l'erreur que fait pas Looper, c'est que même dans les climax, et on est dans un truc un peu complotiste, mafia corporate et tout, il y a toujours que 3 gars par scène, quoi. Ouais. D'ailleurs, dans Looper, je peux te rappeler, mais la scène où il y a un gars qui arrive et il découpe pour la première fois, pareil, un enfant qui a des pouvoirs qu'on essaie de cacher, de protéger, il y a que un gars, en fait.
Ouais. Et c'est chaque fois, c'est 2-3 gars, et ça suffit, parce que ça représente des entités plus larges, mais t'as pas besoin d'avoir 4-4-4 avec des gars dessus, Mais en des fait, guns. c'est pareil, ce qui fait que Looper est réussi, c'est que c'est toujours sur les rapports humains, quoi. Oui, c'est C'est-à-dire ça, ouais. que quand il y a une scène de tension où ils veulent protéger ce gamin parce qu'il y a des gens qui vont vouloir venir l'enlever, je me souviens juste d'une scène comme ça où on s'attend à ce qu'il y ait une séquence d'action, et à ce moment-là, il y a Emily Blunt et Joseph Gordon-Levitt qui sont reliés par des babyphones pour voir s'il y a un problème. Et Joseph Gordon-Levitt est appelé, et donc il court, on pense qu'il va y avoir une scène d'action, et là elle lui dit juste, en fait, je t'ai appelé juste parce que je voulais te dire que tu me plais vachement, quoi. Ouais. Et tout d'un coup on revient, tu vois, au rapport, tu vois, et en fait je sais pas comment dire, c'est super cucu, mais le fait que ça me surprenne à ce moment-là, il y a des rapports humains qui reviennent, et c'est ce que j'aime beaucoup, et c'est ce qui a réussi aussi dans Logan, c'est ces moments-là, quoi, c'est ces trucs de... Est-ce qu'en plus ils avaient pas, je sais pas, ils sont retrouvés avec plus grand chose à dire à ce niveau-là, genre juste, bon ok, on arrive à Eden, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais je sais pas si ça vient de là ou si ça vient à un moment donné, le film a été rattrapé malgré tout par son cahier des charges de la production qui voulait. Je sais pas d'où ça vient, en fait. Mais en plus, moi, je suis pas sûr que ce soit ultra difficile à changer, quoi. Parce que je veux dire, à partir du moment où t'as cette scène à la ferme, tu peux te débrouiller pour que ce soit pas chiant qu'ils arrivent là-bas, ou au contraire, peut-être allonger cette chose qui aurait pu être intéressante de voir de ces mini X-Men. Et voir un peu peut-être son rôle de Xavier, lui, qui pourrait reprendre un petit peu, tu vois, ça aurait été intéressant. Sur le personnage de la fille, si elle se mettait à parler, j'aurais voulu que ce soit pour un truc signifiant, en fait. Ouais, pas de Denada, ouais. Et pas juste... Ouais, c'est ça. Mais est-ce que du coup, peut-être que le truc qu'il aurait fallu faire, alors là, voilà, moi je me pose comme ça, mais est-ce que, parce que il y a un creux énorme, il y a un vide énorme avec les méchants, qui sont pas charismatiques au possible, et s'il y avait eu peut-être ce côté humain de l'autre côté aussi, avec des méchants et des personnages secondaires de méchants, peut-être qu'on aurait pu creuser ça et faire un espèce de truc, tu sais, qui communique, quoi, parce que là, à chaque fois que tu vois, la première scène est géniale, hein, quand il arrive dans la voiture, la première fois où tu le vois, il y a une espèce de chant contre chant très comics d'ailleurs, avec des planches comme ça que j'aime bien, mais c'est jamais creusé, en fait. Il y a pas de relation, c'est juste... Et même, et je comprends, parce qu'il peut pas le jouer autrement, mais il le joue de manière assez caricaturale, tu vois, le méchant qui se repaît un peu de son... Mais, je sais pas, en fait, moi, il m'intéresse pas non plus, et je trouve, et clairement ils intéressent pas ni James Mangold ni qui que ce soit, et ça mais du coup ça pourquoi me le va faire aussi. Du coup pourquoi le faire, c'est ce que je dis, pourquoi pas faire une histoire beaucoup plus simple. Ah oui, mais voilà, à ce moment-là en fait. c'est une refonte du truc complet, mais j'avoue qu'aussi encore une fois je comprends le fait de donner encore ce truc de on veut te rechercher et t'utiliser comme outil, parce que ça a toujours été ce qu'ils ont voulu pour lui, et du coup ça m'étonne pas que c'est ce qu'ils veulent pour sa gosse, quoi. Tu parlais de Steven Merchant, moi je suis un petit peu déçu de Steven Merchant, je le trouve un peu sous-utilisé. Non mais alors sous-utilisé un petit peu, mais par contre le début de relation qu'ils mettent en place, je le trouve vraiment réussi, en fait. Mais moi j'aurais aimé que ça aille plus loin, dans ce côté, clairement, mais moi aussi, mais parce que pareil, il disparaît assez vite du film, tu vois. Mais par contre ce côté colloque d'infortune, tu vois, se serrer les coudes et tout ça, il y a un truc intéressant, quoi, moi je trouve. Et c'est vrai que peut-être sous-expliqué aussi, parce que mine de rien, à un moment, le mec de Narcos lui dit t'étais un méchant, t'étais un mec de chez nous, tu nous aidais à traquer les mutants pour qu'on les bute. Et j'aurais bien aimé avoir une petite lumière sur qu'est-ce qu'il a fait que maintenant il bosse pour les X-Men, parce que Caliban il a jamais fait partie des X-Men, c'était plutôt genre justement chez les méchants, quoi, tout simplement. Et en fait il le tue trop tôt, et peut-être qu'il tue Xavier trop tôt aussi, en fait. Ouais, ça je suis d'accord, moi j'aurais bien aimé avoir Xavier plus longtemps, parce que c'est un très beau personnage. Les faire tirer un petit peu et les faire mourir avant un gros climax, ça c'est pas... Il est tellement touchant d'ailleurs quand il veut s'inviter chez les gens pour manger. Ah ouais. Ah, ce serait pas drôle. Il entend tout de sa voiture. Le mec il a probablement passé 2 ans dans un container, tu sais, à avoir que la tête de Caliban et Wolverine. Et il a juste envie d'un moment normal, quoi. Et c'est ce que voilà, un moment juste, qu'est-ce que c'est d'être un être humain, quoi. J'ai envie de ça. Et il se paye sa petite soirée tranquille, tu vois. Et qui lui dit tu devrais profiter de ça, tu sais, c'est ça, la famille, des dîners, des choses comme ça. Il fait yeah, great.
Cette scène est cool d'ailleurs, la scène avec les chevaux, et j'aime bien le petit clin d'œil avec les, tu sais, les semi-remorques autonomes un peu, tu sais, où on dit tout le temps que les Google Cars c'est sans risque, mais là on comprend bien que tirer sur un aspect commercial où il faut que ça aille vite, t'as le truc ça y va quoi. Ça klaxonne, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que ça va rester sur la roue et c'est fou, on s'en fout. Il y avait 2-3 petits clins d'œil comme ça avec les drones, les moissonneuses batteuses, qui sont surdimensionnées. Et j'ai aussi bien aimé que toutes les voitures n'étaient pas ultra futuristes, tu vois. On est dans 10 ans, donc on reste dans un monde normal, quoi. Et puis surtout, il y a toujours des pauvres, en fait, qui peuvent pas se payer. Oui, exactement. Les trucs, tu vois, voilà. Et c'est ce qui montre aussi, parce que Wolverine est plutôt pauvre aussi, il va chercher des vieilles bagnoles, tu vois, Et voilà, il boit du whisky dans sa voiture Uber, quoi. C'est parce que voilà, il faut avancer, quoi. Il y a aussi. Mais ça, c'était bien trouvé, le fait qu'au début, et ça parle bien de ça, c'est-à-dire, il est chauffeur Uber, donc ça veut dire que il a dû se saigner il dit que c'est une voiture de location, tu vois. Il se prend littéralement des balles. Il se la paye lui-même, il dort dedans, il dort dedans, et il préfère se prendre des balles plutôt que la voiture. Pas ma voiture. Non mais en fait je trouve que c'est une belle description du métier de chauffeur Uber. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est son outil de travail, il y a pas moyen que tu le touches, quoi. Il y a plusieurs moments comme ça où le film il est surprenant et où tu fais j'aime bien voir ça à Hollywood, et je le vois plus trop souvent en fait, quoi. Et juste pour revenir sur le truc que je disais de Wolverine qui a pris un peu trop la couverture des X-Men, ce que je voulais dire c'était ce qu'on apprend, qu'en fait la démence de Xavier a provoqué un accident donc à la school Westchester qui a tué qui a blessé 600 personnes et tué 7 mutants des X-Men, quoi. Et donc on s'imagine que c'est probablement des gens qu'on connaît, quoi, genre je sais pas, Jean Grey ou Cyclope ou des gens comme ça. Mais il le dit d'ailleurs, il en reste plus grand chose. Voilà. Et du coup je t'ai donné une famille, il reste plus grand chose de cette famille que tu m'as donné, quoi. Et du coup voilà, autant ça sert totalement dans ce film parce que tu fais genre, oh putain, en fait, il a tué les gens qu'il a élevés, tu vois. Et autant en même temps, tu dis, ah ok, donc vous décidez dans Logan de tuer les autres X-Men, quoi. Sans leur donner quelque chose, tu vois, et je sais pas, c'est toujours, je comprends bien le parti pris de dire Wolverine va être le... Cela dit, je préfère que ce soit comme ça plutôt que le clin d'œil, tu vois, où on le voit bien sûr. Voir Cyclope 4 secondes, non, je suis d'accord. D'ailleurs, je sais pas, est-ce que vous avez vu rapidement à un moment, il regarde d'où vient le code génétique des petits enfants, là. Parce que c'était le sien. Et à un moment, il avait le file de Rictor et j'ai pas eu le temps, et je me demande si c'est pas Jean Grey, en fait. J'ai pas fait gaffe, Et le second, c'est Christopher Bradley, mais je connais pas de Christopher Bradley qui a l'électricité, je regarderai, je me renseignerai. Et puis, tout ça, pour le truc génétique, là, est-ce que moi, je suis en train de me dire est-ce qu'il y a un film où c'est bien traité, ce truc du méchant lobby pharmaceutique? Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a ce truc pharmaceutique, ça part en cacahuète, en fait. Si, il y a genre le film de Soderbergh, comment il s'appelait, Ah oui, attends. Effet secondaire. Ah oui, effet secondaire. Alors, après, c'est pas exactement dans le cadre d'un film où j'allais il dire, mais dans la thématique où tu sais, c'est un film d'action, où tu vois ce que je veux dire, où c'est le méchant laboratoire. Ouais, dans ce cas-là, non, parce que en fait, ça traite jamais de ce. Parce que ce qui est réussi dans Effet secondaire, c'est que c'est le sujet du film. Oui. The Happening, peut-être. C'est la nature qui se venge contre les lobbies pharmaceutiques. Mais non mais après oui, non mais c'est Weapon X2, c'est pas un vrai lobby pharmaceutique, tu vois ce que je veux dire, c'est juste Oui, mais c'est ce qu'on dit, c'est le truc de Evil Corporation, c'est un truc difficile à faire en fait, quoi, dans le... Et c'est le truc récurrent tout le temps, c'est-à-dire que c'est les Japonais dans le 2, c'est pareil, une Evil Corporation, ou Good, tu sais pas trop, voilà. Et dans le 1, c'était Weapon X. Ouais, enfin, il y a toujours ça, en fait, il y a toujours ces thèmes avec Wolverine. Et puis là, ce qui est cool, parce que j'essaie de repasser dans ma tête, mais là, on est encore hashtag American Honey, ça montre une autre phase des États-Unis, et puis ça, c'est un film de super-héros qui se passe essentiellement à la campagne, en fait, et c'est vrai. Tu vois, les Avengers, enfin, parce que c'est ce que je pense le plus, mais il y a un côté de la ville qui est souvent proche dans ce genre de film que tu n'as pas là. Et je trouvais que c'était cool, le côté désertique un peu, c'était... El Paso, ils sont au Texas, ils vont dans une petite ville d'ailleurs où on croise un médecin sudiste trop sympa. C'est qu'il a un cravate texane, t'as remarqué toi aussi. Il a an avenue where you find someone of your kind. C'est et à partir de là s'instaure le truc de non mais si je reste là de toute façon tu vas mourir donc faut que je parte vite.
il y a ce truc qui le rattrape à partir du moment où il se lie à des gens, il les tue, quoi. Il meurt. Ouais. Mais moi, j'ai vachement aimé ce côté désertique, un peu Ouais, l'Amérique désertique, Et puis quoi. ça va tellement bien avec le mec buriné, solitaire, quoi. C'est vraiment, tu le vois dans un western, Wolverine, en fait, tout le temps. Il sort sa griffe quand un mec sort son ça, col. c'est un truc que j'ai oublié de dire et qui, je trouve, est vachement intéressant dans ce film-là. C'est que on connaissait le thème de la souffrance de Wolverine, mais là, j'ai l'impression, à chaque fois qu'il met un coup, il a mal, le Mais gars. tu le sens il arthritique souffre, aussi, ouais. tu sais, au début, il se tire sa griffe. Toute la douleur du personnage, tu la ressens du haut en bas, quoi. C'est chaque coup est douloureux, quoi. Mais d'ailleurs, du coup, parce que il sous-entend d'une maladie qu'il a, du coup, et ça lui fait moins guérir. C'est à cause de l'adamantium qui l'empoisonne petit à petit. Ouais. Ça veut dire que l'adamantium est soluble dans le sens. Qu'est-ce que j'en sais? Les règles. Mais ça veut dire que du coup la meuf aussi. Mais en fait pareil, si tu veux là pour moi c'est le chèque du film. Ouais. Et je l'accepte, si on me dit et dès le début c'est sous-entendu tout de suite, tu vois, où c'est en fait il est en train de perdre ses pouvoirs et c'est pour ça qu'il non mais bien sûr. Non mais c'est intéressant de savoir pourquoi aussi. Et c'était intéressant pour moi, de juste trouver cette allusion, ça me suffit. J'ai pas besoin j'ai jamais besoin qu'on m'explique trop. Juste, tu me dis c'est à cause de l'adamantium, ça finit par le tuer. Je dis c'est ok. Moi, mais bien sûr, mais c'est moi ma question, c'est pas pour lui. Ma question c'est pour la fille. Parce que la fille, on vient de lui mettre tout de suite de l'adamantium, donc ça se trouve elle mourrait dans 40 ans en fait. Ouais. Désolé pour toi. Ouais. Genre elle découvre la liberté, mais elle va mourir dans 4 secondes en fait. J'ai trouvé complètement nul le personnage de l'infirmière là. Elle surjoue cette meuf. Ouais. On la connaît de série un peu. Faute de goût. Je suis d'accord. À chaque fois qu'elle est là, tu fais non mais tout est mauvais, tout ce que tu fais c'est nul là. Qu'elle me refait. Enfin il y a un. Mais le personnage est pas très défini aussi. C'est ça le problème. C'est un problème d'écriture aussi. Oui. Je sais pas si on peut trop blâmer l'actrice qui est pas très bonne, mais elle a pas grand chose à jouer non plus quoi. C'est le. Elle est censée faire la passation. C'est ça. Elle est là pour donner la gamine quoi. Et ils l'ont jamais développé au-delà de ça en fait. C'est jamais un vrai personnage. C'est une actrice qui joue dans Orange is the New Black, qui joue la mère d'une des protagonistes. Et non, elle joue bien d'habitude, mais là c'est vrai que avec ce qu'elle a à dire, c'est un peu difficile. Mais ça dépend, c'est de ce que t'as à défendre. C'est comme pareil là le méchant, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur sa performance, mais ça vient aussi du scénario qui lui donne pas un rôle. Ouais, bien sûr, mais si tu veux, au moins le méchant, je m'en fous. Je sais que le gars il est payé, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Alors que l'infirmière Gabriella qui fait genre. Mais c'est dommage parce qu'il y a des moments, j'adore le moment aussi où ça c'est un spoil aussi, mais la première fois où la gamine s'énerve. C'est trop bien. Et c'est trop bien parce que du coup cette technique, je pense la technique scénaristique pour économiser de la thune où il y a une coupe et tu imagines ce qui se passe à l'intérieur, tu vois. Donc tu imagines qu'il y a eu un carnage et là elle sort et là j'entendais des gens derrière dans ça faire wow. Mais ça marche tellement. Elle est là genre elle jette la tête parce que même Wolverine pendant qu'il est maintenu à terre, il entend les tirs et les cris et il fait oula, ouais, peut-être que c'est une mutante finalement. Parce que ça me paraît bizarre. Et pareil, moi j'aime trop le nombre de têtes coupées, c'est trop bien ça. Ah ouais, c'est clair. Mais pareil, j'aime trop le fait que ce soit sa fille parce que ça permet de développer des trucs de comédie daddy. Enfin, c'est trop marrant quoi. Ce team-up de genre mets-toi derrière moi, elle jump de son dos pour aller trucider des gens, c'était pas ou juste des trucs où elle est sur un cheval de molle, tu sais, où on met une pièce pour que ça bouge et ça s'arrête de bouger, on comprend pas pourquoi, on commence à s'énerver sur le truc et il y a Logan qui arrive et qui met une pièce et qui fait bon c'est la dernière. Ou elle vole dans un magasin. Surtout qu'elle était à deux doigts de buter le gars et lui il arrive, il dit non, ça c'est pas bien. Je prends les cigares après. Non mais il y a des petits trucs sympas quand même. C'est ça. Ouais, franchement on passe quand même un donc c'est pour ça bon et puis c'est le truc que j'aime bien parce que souvent pareil dans les films de super-héros c'est alors soit c'est à la rigolade en mode Marvel, soit c'est gritty, tu vois. Soit ça doit être et en fait moi ce que j'aime au cinéma c'est qu'on me fasse passer d'un truc à l'autre. On en avait déjà parlé pour Manchester by the Sea, tu vois, ce que j'avais adoré dans le film. Dans Manchester, c'était The Strangers d'ailleurs. The Strangers, c'était qu'on passe d'une chose à l'autre. Et en fait, c'est pas parce que le film est sombre qu'il peut pas y avoir un moment léger au milieu du film. Et c'est ce que fait ça aussi par touche, quoi. Et d'ailleurs, quand c'est bien fait, le moment léger, tu
grimpe dessus avec Mais c'est plaisir. c'est pour ça que c'est drôle. C'est pas le gaga lui-même. Oui, voilà. C'est pas la petite fille qui s'amuse à ouvrir et à fermer la porte de la voiture. C'est en soi, c'est pas super drôle. C'est drôle parce que c'est bien mis au bon endroit, au bon moment et que ça contraste avec le reste. Tu vois, c'est pour ça que j'ai envie d'être indulgent avec ce film parce que même s'il a plein de défauts, il est ouais, cool mais il ouvre la porte sur quelque chose. Il essaie autre chose et c'est vrai. On en avait pas parlé ici et je sais que t'aimes le film, mais moi j'avais trouvé que Deadpool était une arnaque. On m'avait fait croire que c'était un film différent de super-héros et en fait j'ai trouvé la même chose. Et là dans Logan, c'est pour ça aussi que je dis dans Logan que j'ai été agréablement surpris parce que j'étais vraiment en mode bon écoutez, vous m'avez déjà fait le coup avec Deadpool l'année dernière, on me l'a fait pas deux fois. Et donc j'étais allé un peu réticent quoi. C'est vrai que il y a un côté dans Deadpool, il y a un côté un peu hypocrite, subversif, alors qui n'est pas là en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Non mais là, Deadpool, il y a un parti pris, il est assumé quoi. Non mais Deadpool c'est le hangover des super-héros. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans la pure déconnade. Non, là, encore une fois, vraiment, moi je vois rarement des films comme ça sur la vieillesse et vous regarderez Booba Hotep, mais c'est trop ça. C'est tu vois, c'est Elvis et Kennedy qui se retrouvent pour tuer une momie. En fait, comme tu dis, il y a aussi il y a aussi les derniers Rocky qui sont très beaux sur la vieillesse, par exemple. Mais c'est intéressant, c'est voir ces failles-là et puis Amour de Haneke. Mais tu sais que tu rigoles, mais moi j'ai failli dire c'est genre il y a Booba Hotep, Amour et Logan. C'est la même chose. Sauf qu'il y a moins de griffes quoi chez Haneke. Ouais, mais et pourtant ça paraît plus violent. Ouais. Et puis encore une fois, c'est hallucinant qu'on ait un film comme ça après les milliards sur cette franchise-là, parce que c'est très surprenant. Il y a eu quand même 2 Wolverine avant qui sont pourris. Il y a eu tout, et ça arrive un peu. C'est vachement risqué qu'ils prennent le parti de faire cette tentative sur un truc qui était déjà presque épuisé complètement de toute part au cinéma, quoi, tu vois, en termes de ce qui avait été exploité dessus. Et donc du coup, ça, j'ai envie de dire, bah vas-y, maintenant balance-moi un Spider-Man comme ça, balance-moi un. Alors déjà, parce que ça c'était des films de la Fox, donc on peut pas vraiment les comparer aux trucs des Avengers où c'est les Marvel Studios maintenant. Quoique peut-être que bientôt ils vont racheter les droits des X-Men de la Fox, on sait pas, ou alors ils vont faire un deal pour effectivement les sortir dans le même univers. Mais le truc c'est que, encore une fois, merci à Deadpool d'avoir prouvé que quand tu sors un film interdit au moins de 14 ans, tu peux faire de l'argent, et celui-là je pense qu'il va faire beaucoup d'argent aussi. Et aussi, voilà, c'est pas chercher la violence pour la violence, mais c'est aussi être en adéquation avec ce que fait ton personnage, quoi. Si le mec il coupe des têtes, il coupe des têtes, je suis désolé, quoi. Donc c'est dégueulasse à voir, et tant mieux si tu fais quand tu regardes ça au cinéma, et ça permet aussi forcément d'aborder des sujets qui sont un peu moins faciles, on va dire. En tout cas, que juste oh là là, le méchant il est très méchant, faut aller le tuer, quoi. Ouais. Voilà. Quelque chose de plus à rajouter sur du Logan. Est-ce que vous aimez du coup c'est fini, je pense. Là cette saga X-Men le musical qui avait commencé. Admettons, c'est rebooté. Je pense que c'est fini parce que je crois qu'ils ont plus trop envie d'en faire avec les Singer et tout ça là. Avec les jeunes First Class. Avec First Class parce que le dernier a pas tellement marché. Alors t'es sûr de ça parce que je sais pas s'ils vont sortir un X-Men chose. Tu parles de celui avec Apocalypse. Avec Oscar Isaac là. Ouais, exactement. Il était pas bon. Alors que les deux d'avant étaient plutôt pas mal. Ah oui, ils étaient même très bien. Le premier est cool. Le premier sympa, le deuxième il y a s'essouffle un peu déjà. Ça s'essouffle un peu, mais il y a une scène ahurissante. Ouais. La scène de Vif Argent, quoi. Ouais, bien sûr, ça c'est toujours le. Et d'ailleurs, qui est raté dans le 3. Ils essaient de la refaire dans le 3ème, elle est ratée. Là où il tourne au ralenti, là, c'est ça? Ouais. Avec. Mais alors après, de toute façon, moi, alors je sais pas, il joue peut-être la comédie, mais Hugh Jackman, dans l'interview entendu, dit plusieurs fois que c'est Terminado. Ouais, mais c'est pour ça, là, clairement. Je pense qu'il a pas tort. Et il a fait ce dernier vraiment en mode le dernier Rocky, tu vois. Et où là, ça, c'est ce que j'aime bien. Ils font pas semblant de il a le même âge qu'au début. Oui. Ouais. Et ça, j'aime bien. Il le joue vraiment, tu vois, sur ce côté vieillissant. Et bon, mais voilà, maintenant, je crois qu'il a tout dit sur le personnage, quoi. Il y a pas. Là, tout le monde sait plus ou moins. Il commence à parler les fans commencent à parler de Tom Hardy pour un Wolverine, etc. Donc tout le monde est en mode reboot.
Non, et puis aussi, truc qu'on n'a pas dit et qui est, je trouve pour moi très subversif, l'idée du suicide qui est abordée. Il veut se tirer une balle, Wolverine, tu vois, je trouve ça vachement fort comme idée de balancer sur la table, de dire il y a ce truc vieillissant, mais il y a ce truc de dire moi j'en ai ras le bol, je galère, j'ai envie de me tirer une balle. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de son démon à lui qui est, il le dit quand il ferme les yeux et il a des cauchemars, c'est tous les gens qu'il a tué quoi en gros. Et il y a cette phrase du coup du western qui était quand tu tues quelqu'un légitime ou pas, c'est une marque sur toi et le fait de dire à sa fille justement ne deviens pas ce qu'ils veulent que tu deviennes. C'est vrai que ça c'est tout un thème probablement de l'espèce de soldat. C'est pas parce qu'on te dit que t'es un soldat que tu dois en rester un toute ta vie ou un peu comme ça. C'est tout le truc, c'est le truc très beau de l'homme des vallées perdues quoi, de Stevens. Avec ce type qui arrive, qui remet l'ordre et qui peut plus rester parce qu'il amène la violence avec lui quoi, qu'il y a ce truc. Mais bon, pour revenir à mon point, c'est regardez, ça va être rebooté. Qu'est-ce que vous voudriez voir ou qu'est-ce qui serait intéressant de voir dans un X-Men de maintenant en fait? En fait, moi j'aimerais. Qui est refait maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi j'aimerais pas. Non mais mec, c'est la réalité. Ça va se faire là. J'aimerais pas parce que j'en ai marre, quoi. J'ai envie qu'on invente des trucs, quoi. Tu vois. Qu'on prenne peut-être des super-héros un peu plus marginalisés, faire sortir des je pense que le monde du comics, ça regorge de thèmes intéressants. On peut sortir 2 secondes des X-Men et de Batman, quoi. Enfin, il y a d'autres trucs, quoi. Oui. Et justement, tu prends ça et de le rendre intéressant. Moi, j'avoue que je suis un peu. Alors, moi, c'est Marvel. Hein. Pour moi, il y a eu les Batman, tu vois. Il y a eu la série Daredevil. Ouais. Maintenant, il y a celui-là qui est pas mal. Mais après, au-delà de ça, moi, une fois sur deux, j'ai envie de vomir à mi-film devant un. Je vais te dire, c'est plus d'une fois sur deux en réalité. Ouais, même quasiment tout le temps. Ouais. Ça fait depuis les Batman de Nolan, chaque fois que je vois un film super-héros, je m'ennuie, quoi. En fait, je vais te dire, je pense que depuis les Batman de Nolan au cinéma, au mieux, je pense que Logan c'est peut-être mon préféré. Depuis. Bah oui. Et en fait, au mieux, je trouve ça moyen. Ouais. Parce que clairement, qu'est-ce qu'il y a d'autre en film de super-héros qui se met au niveau des Nolan et de... Non, il n'y en a pas. C'est ce qu'on disait, Incassable est super, mais récemment, il y avait Doctor Strange qui était pas mal. Ouais, c'était pas mal. C'était sympa, mais... C'était bien, mais c'est vrai que... mais je m'en souviens déjà plus, en fait. Ouais. C'est ça, c'est anecdotique, quoi. Ouais. C'était pas ça autre chose. Il y avait ce côté visuel qui était sympa. Le visuel était très bien, ouais. Après, c'est vrai que le gros souci des Marvel... de Marvel Studios, c'est-à-dire tout ce qui est Avengers, Doctor Strange, etc., c'est que c'est des crèmes glacées, quoi. Que c'est... Même si t'as choisi un super parfum pour ta crème, sur le moment, t'as passé un trop bon moment, effectivement, ta langue l'a oublié 4 secondes après, quoi. Oui. Et tu vas pas dire où est-ce qu'on était déjà allé pour manger cette crème glacée, tu te souviens plus. Mais c'est intéressant parce que tu vois, de la façon avec laquelle Batman, le Dark Knight a un petit peu changé la donne, où après, tu sais, il y a eu un truc immédiat où il y a des gens qui ont voulu de suite rendre les super-héros dark, tu sais. Ouais. Donc ça, c'est gritty, ça a bousculé le truc et j'ai l'impression que il y a cette approche et puis il y en a pas d'autres possibles, quoi. Il y a pas de tentative, j'ai l'impression. C'est quand même con parce que un super-héros c'est quand même vachement versatile, il y a du potentiel, on a des milliards de façons je sais pas parce que là où c'est facile, enfin entre guillemets, c'est que Dark Knight et t'as pris l'exemple aussi de Daredevil et parce que déjà c'est des personnages où c'est fait exprès que ce soit dark et gritty. Déjà dans le comic book, c'est que c'est des polars. Et encore une fois, un polar, ça existe. Genre, tu peux écrire un bon polar et faire que ce personnage-là, c'est un super-héros. Tu vois ? Alors que prendre Superman et faire un vrai bon film de Superman... Ce qu'a fait Shyamalan dans Incassable, d'ailleurs. Oui, ben voilà, exactement. Et alors que faire un vrai bon film d'un super-héros, vraiment, qui a donc des pouvoirs hors normes et extraordinaires, ça change toute la donne. Parce que si tu fais un Superman, par exemple, t'es obligé de parler politique, par exemple. T'es obligé de dire qu'est-ce qui se passe si Superman décide de prendre du blé des États-Unis et l'amener en Afrique. Mais en fait, surtout ce que et c'est pas facile à faire. Ce que j'ai envie de voir, je vais reprendre l'exemple d'Incassable parce que je trouve que c'est un film particulièrement réussi. Il est trop bien. Mais c'est le côté quand son fils découvre que son père est un super-héros, tout ce que ça crée, quoi.
C'est-à-dire ce moment où son fils essaie de tirer sur son père pour prouver que c'est un super-héros, tu vois, toutes ces choses. C'est-à-dire, il explore la cellule familiale à travers lui, tu vois ce que je veux dire. Et il parle vraiment de ça. Et en fait, dans les films de super-héros récents, je le vois pas du tout, ou alors c'est complètement raté. C'est une création originale d'ailleurs ou pas? Ouais. Alors c'est ça, peut-être qu'il faudrait partir de zéro. Mais c'est ça, c'est parce que c'est-à-dire, il a repensé le mythe du super-héros, mais il l'a pensé pour le cinéma. Voilà. Tandis que les autres essaient d'adapter la bande dessinée et de l'amener au cinéma, ce qui est pas la même chose en fait, quoi. Et encore une fois, il y a ces deux strates-là, je n'en démordrai pas. Il faut que ton film soit bon. Tu prends un personnage, tu en fais un des super-héros et tu repenses ton film. Et du coup, oui, d'accord. Si ce personnage est un super-héros, qu'est-ce qui va découler de tout ça? Ouais. Et le problème, c'est qu'il faut avoir aussi l'audace de dire, bah ouais, ça veut dire qu'on va explorer des choses très bizarres et dont on ne parle jamais. Que ce soit dans les comics ou dans les films, sauf que ça, voilà. Quand est-ce que tu vas voir un film communiste, par exemple, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut un artiste, ce qui était Shyamalan, et il faut un studio qui le laisse faire, en fait. C'est ça aussi, il faut les deux éléments, quoi. Et... c'est pas facile. Non, c'est pas facile, ouais. Non, c'est pour ça qu'en général, les films qui vont fonctionner, ça va être les films où les personnages n'ont pas d'énormes pouvoirs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, Daredevil, quoi. Ouais, c'est ça. Mais parce que ça peut amener des trucs, parce que je me souviens notamment je crois que c'était dans le dernier X-Men, en fait, il sait pas quoi faire de ces types qui ont trop de pouvoir, et donc il y a des limitations du genre, je peux plus me téléporter parce qu'il y a une case tu vois, de moi, et si tu donnes des trop gros pouvoirs, en fait, t'arriveras pas à t'en dépatouiller, quoi. Et c'est ça, et pourquoi? Et la question, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, si tu prends ton temps, tu dis, ok, ce mec peut se téléporter, c'est quoi sa vie, tu vois? Ouais. Et oui, je parle pas de Jumper. C'est Dr. Mais Manhattan, quoi. voilà. Et à ce moment-là, tu vas jusqu'au fond de tes idées. Ouais. Et ça veut dire que ça risque d'être effectivement des espèces d'épopées incroyables. Mais c'est ça qui nous manque aussi. Genre, jusqu'à quel point on va nous faire un Superman qui va rester comme ça, prendre des balles et rien faire d'autre, en fait, que régler des problèmes au jour le jour. Tu vois, c'est un vrai être vivant. Surtout rappeler, parce qu'il y a un truc qu'on oublie peut-être un peu trop, c'est rappeler les origines de Superman, quoi, qui avait été... C'est un immigré clandestin aux États-Unis. Non, mais qui avait été créé par un adolescent de 17 ans qui était juif au moment de la Deuxième Guerre mondiale, et qu'en fait c'est une incarnation contemporaine du mythe du golem, quoi, mais oui, du mythe du golem qui protège le peuple juif, quoi, et qui est pas un être humain, c'est le golem qui est là pour protéger le peuple américain durant la guerre. Il a ce rôle-là. Il était conçu vraiment comme un truc de propagande, tu vois, dans ce sens-là. Et quand t'essaies d'en faire un être humain, c'est pas possible. C'est pas. Non, ça c'était un versant, mais l'autre versant c'était surtout tous les enfants qui étaient envoyés à la famille américaine, tous les enfants d'Europe, les enfants juifs qui étaient envoyés, exilés, sans leurs parents parce qu'ils n'avaient pas l'argent ou parce qu'ils ne pouvaient pas y aller. Et c'est un peu pareil, c'est genre le Krypton, c'est l'Europe tu vois, qui arrivait dans ce nouveau monde et qu'il fallait qu'ils soient à la hauteur de ce que voulaient leurs parents. Mais non, tu vois, ne serait-ce que ça, il y a 1000 aspects 1000 angles que tu pourrais prendre d'un personnage comme ça, mais je pense que va se passer du temps avant qu'il y ait un Superman bien. Mais encore une fois, si juste tu donnes un peu plus de pouvoir à quelqu'un, il faut savoir l'écrire après. Ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas des studios qui veulent qu'il y ait des gens qui développent ces thèmes-là. C'est ça, on en revient à ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a un cinéaste intéressant qui est attaché à un projet de film de super-héros, il se barre, quoi. Donc, ça, ouais. Batman, là, il y a Affleck qui est parti. Ryan Johnson est parti aussi. Ouais. Et je crois que Matt Reeves, par contre, il le garde. Ouais, parce que c'est les moins bons des trois, quoi, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Enfin, c'est le moins bon, mais heureusement, c'est un bon. Mais James, d'où on donne des films à faire James Mangold? Franchement, c'est le meilleur film qu'il a fait, James Mangold, là. Ouais. C'est, clairement. Parce que... Clairement, j'ai jamais été fan de Copland, pour tout. C'était, tellement overrated, ce film. Ouais, un peu overrated. C'est comme les gars. Non, mais il est pas nul, C'est comme pendant des années, les gens qui disent que Rain Man, c'est un trop grand film. Ouais. Tu le revois, tu dis, mais c'est de la merde. Je suis désolé, franchement, Copland, c'est un bon 3 miam, quand même. Attends, franchement, on le reverrait maintenant, on se marre. T'es sûr? Ah ouais. Mais bon, dans tous les cas, ça a vieilli genre comme 90. Même si tu trouves que Copland c'est de la merde, mais Wolverine Origins, mais oh là là,
comment Ouais. ça se fait que ça existe, quoi. Non, mais en fait, là où Copland c'est trop intéressant, tu le regardes à côté d'un film comme Showgirls par exemple. Non mais attends, pourquoi? Parce que tu verrais deux films années 90 au possible, et tu verrais un bon film et un truc qui a pris tous les défauts des années 90, même C'est- dans la cinématographie en fait. Je t'avoue Et que du la coup, dernière c'est fois que nul. je l'ai vu, c'était probablement genre chez toi, quand on était au lycée, en mode 3h du mat, on se met un film. Donc j'ai plus trop le... Au bout de 4 heures de scrolling mental, Ouais, de c'est ça. decision making qui n'en finissait pas. Mais ouais, voilà, très bien. Donc regardez pas Copland surtout pas. Mais plutôt Logan. Je crois qu'il est temps de conclure. Ouais, je pense qu'on a on a tout drainé de ce qu'on avait à dire sur Logan. Je pense, on a même parlé d'autres choses. de plein d'autres sujets. Lynch a des Oscars ou pas? Parce que Suicide Squad en a un, juste Parce en que gros. Non, donc ça non. veut dire que Lynch cumulé avec Kubrick cumulé avec plein de gars ont moins d'Oscars que Suicide Suicide Squad. Alors non, attention, Kubrick a un Oscar. Ah, Oscar des meilleurs effets spéciaux pour 2001 les ah, d'espace. Ah, c'est vrai, ouais. donc ils sont à égalité. Égalité. Ils sont sur Égalité. 2001, la même cours quelque part. 2001 Suicide Squad, même combat. Qui a gagné les effets spéciaux d'ailleurs cette année? Quelqu'un sait ou pas? Si, c'est Beyond le livre de la jungle. What? C'était bien quand même. Moi j'ai bien aimé. oui. C'était bien fait, C'était mais Après, tu après, vois la après, 3D, après, hein, le je suis désolé. film que j'ai trouvé pas mal, mais en fait j'en vois pas l'intérêt parce que c'est Oui. une copie carbone du dessin animé en Clairement, fait. mais je C'est, trouve que les. Moi Non, mais j'ai. ça, c'est l'Oscar de la boussole d'or pour les meilleurs La effets 3D spéciaux, des, encore, hein. la 3D Non, mais des c'est- animaux, elle est ouf quoi. Dans Ouais, le ouais, de la jungle. ouais. Les Ouais, mais les en animaux. Non, fait, mais tu vois que c'est de pareil. la... Enfin, Ouais, genre, toujours tu vois que c'est de la pareil. 3D. hein, Qu'est-ce donc, qu'est-ce que veux tu récompenses? Est-ce que tu récompenses la technique ou est-ce que tu récompenses L'artistique. l'artistique des effets C'est spéciaux? un truc de... un- Bah, on en revient à Les Suicide deux. Squad, hein, comme, Ouais. comme toujours. Hein, c'est- Qu'est-ce que tu crois qu'ils ont récompensé? Ils ont récompensé les tatouages de Jared Leto ou les cheveux de Margot Robbie? Bon, sur cette note, il est temps de finir là. Bon, Parce qu'il faut en que je tout me casse, cas, hein. oui, En merci. tout cas, bonne nuit, hein, c'était bien. Merci Bonne d'avoir écouté ce podcast et on vous fait des gros poutous. Ouais, et n'oubliez pas d'aller nous donner des petites notes sur iTunes. iTunes. Ouais, parce qu'on en a besoin. On a besoin de vous. Et forcez vos proches à noter. Vous pouvez penser, il y a des systèmes de pyramide Ponzi qui sont bien. Vous pouvez promettre des choses aux gens qui vont noter. Franchement, si on vous croise dans la rue et que vous avez pas mis de notes sur iTunes, on sort nos griffes. Et on vous connaît tous. on Hein. connaît tous. Ok. Bon allez, bisous à tous. Au prochain épisode. C'est Ciao. Ciao.